Emmanuel Angelini, procuration à Philippe Farjon. Heureusement que vous êtes sportif. Voilà. Guillaume Alexandre, procuration à Bérengère Dupin. Voilà, tout à fait. Maël Fétou est un peu en retard, il nous rejoint, mais pour l'instant, procuration à Gwenaëlle Lamarque. Et Violette Lamarchette, procuration à Michel Minjuc. Voilà, décidément, on fera l'essuie-glace jusqu'au bout. Voilà. Parfait. Et Claire Layan, qui a donné une procuration à Patrick Alvarez. Et M. Rousseau, vous avez une procuration? Pour M. Hermance. Pour M. Jean-Jacques Hermance. Voilà, très bien. Parfait. Nous allons demander à M. Burgalière de bien vouloir être notre secrétaire de séance. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. On va commencer par faire l'appel. Donc Patrick Bobet. Présent. Fabienne Dumas. Présent. Gwenaëlle Lamarque. Présent. Emmanuel Angelini, excusé. Procuration. Jean-Georges Micol. Présent. Valérie Barlois-Leroux. Présent. Philippe Farjon. Présent. Mathilde Ferchaud. Présente. Maël Fétou, en retard. Françoise Cossec. Présent. Alain Marc. Présent. Alain Gérard. Présent. Sandrine Jovenet. Présent. Bruno Quéré, excusé procuration. Armel Barthélémy. Michel Minjuc. Daniel Bala. Excusé procuration. Nathalie Soares. Guillaume Alexandre, excusé procuration. Bérengère Dupin. Bérengère. Benjamin Dugère. Géraldine Audebert. Marie-Emmanuelle Darocha. Violette Labarchède, excusé procuration. Daphné Gossin. Thomas Burgalière, présent. Grégoire Reddy, excusé procuration. Jonathan Vandeneuve. Sarah Dehaye, excusé procuration. Didier Poli. Présent. Damien Rousseau. Présent. Présent. Jean-Jacques Hermance, excusé procuration. Maxime Joyer. Présent. Claire Layan, excusé procuration. Et Patrick Alvarez. Présent. Parfait. Donc, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 septembre 2021. Mes chers collègues, est-ce que cette rédaction vous convient? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier, corriger, ajouter, retrancher, préciser? Ça n'est pas le cas. Nous l'approuvons en l'état. Merci beaucoup, en remerciant bien sûr, en félicitant les rédactrices. Merci. Communication des décisions du maire prises en vertu de l'article L2122-22 du CGCT. Merci, monsieur le secrétaire. Bon, très simplement, vous avez ça sous les yeux, je ne vais pas être long spécialement. Le premier chiffre, l'appréciation d'accompagnement de la démarche RSE, il s'agit d'interviews filmées avec des podcasts, c'est d'où le prix qui pourrait vous sembler un peu important, mais la RSE, effectivement, est quelque chose de tout à fait important. Les stands du marché de Noël sont de 75 € pour le forfait des 3 jours. Et le forfait évoque aussi les passes forfait du ski, puisque vous savez que notre marché de Noël est placé sous le signe de Bouscat 2030 en altitude, mais aussi 2030, l'objectif de notre ville, de structurer certaines choses. Pour le reste, très sincèrement, je ne vois pas grand-chose à vous dire, aussi bien en termes d'assurance que de petite enfance, que de culture et autres, Paul Seigneur Patrimoine. Sincèrement, je n'ai pas de choses spéciales à vous dire, mais je vous laisse bien sûr m'interroger si c'était le cas de votre côté. N'hésitez surtout pas à m'en parler. Pour le dernier, en termes d'animation, comme vous l'avez compris, nous maintenons le marché de Noël, bien sûr, avec des consignes très très strictes. En fait, le marché sera donc fermé, il est en plein air, bien sûr, mais il sera fermé avec une entrée-sortie qui sera au même endroit, bien sûr très contrôlé pour ce qui est du pass sanitaire. Le masque restera obligatoire durant tout le temps de la fréquentation du marché, et nous serons extrêmement vigilants sur la tente de restauration et de consommation de chocolat chaud, voire de vin chaud et de crêpes, peu importe, de manière à ce que le masque ne soit pas laissé trop longtemps de côté, soit remis le plus vite possible. Nous sommes tous très conscients que être vacciné ne protège pas complètement et que les gestes barrières, eux, protègent de manière très efficace. Croyez-moi, c'est important. Y a-t-il des demandes sur ces décisions du L21-22? Ça n'est pas le cas, je vous regarde, mes chers collègues.
Voilà, c'est de l'information. Vous savez, il n'y a pas de vote. Merci. Donc, direction générale, dossier numéro 1, présentation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Décision, approbation. Rapporteur, Jean-Georges Micol. Merci, chers collègues. Monsieur le maire, chers collègues, je vais peut-être commencer par deux petits rappels, si vous voulez bien. Le premier pour dire que cette commission valide à la fois les coûts et les évolutions des coûts pour toutes les communes qui ont mutualisé des services ou transféré à la métropole des services. Il peut s'agir de services en matière de ressources humaines, de finances, de systèmes d'information, de gestion des marchés publics ou de gestion des espaces verts, par exemple. Ces évolutions peuvent venir de trois raisons. La première, quand une commune décide d'augmenter les services mutualisés ou les services qu'elle requiert auprès de la métropole. Deux petits exemples concrets. Si une commune qui a mutualisé les systèmes d'information veut plus de PC, eh bien, ça va se retrouver dans le niveau de service. Si elle a mutualisé les espaces verts, le fait d'avoir une fréquence doublée pour l'entretien des espaces verts, potentiellement, se retrouvera aussi dans cette premier motif d'augmentation possible. Le deuxième concerne les communes qui ont décidé, dans une année, de recourir à un nouveau pan de mutualisation ou de commencer la mutualisation. Dans le rapport que vous avez peut-être parcouru, il y a notamment le cas de Senon et de Bègles pour l'exercice concerné. Et enfin, la troisième source d'évolution, c'est la révision des taux de charge de structure. Alors derrière ce terme barbare, c'est la prise en compte des frais de gestion de l'ensemble de ces fonctions mutualisées. Et les pères et les mères fondatrices de la mutualisation ont considéré que plus une commune mutualisait de thématiques et plus le taux serait bas. Donc il oscille de 15 à 2%. Une évolution est intervenue cette année devant les demandes de plus en plus fortes pour les systèmes d'information. Le taux des systèmes d'information a augmenté, il est passé de 3 à 5%, et dans le même temps, le taux de la finance est passé de 5 à 3%, donc les équilibres restent les mêmes. Ça a une conséquence, par exemple, pour notre commune, qui va voir donc dans cette nouvelle contribution financière, sur ce troisième volet, en tout cas, une diminution, et je le commenterai tout à l'heure. C'est un résumé, effectivement, assez synthétique, et tous les documents étaient bien sûr fournis. Ce rapport a été voté par la commission qui s'est réunie le 9 novembre. Concrètement, sur la partie financière pour la commune du Bouscat, qui est concernée par à la fois le premier et la deuxième évolution, donc ça nous donne, donc, pour notre commune, du fait des révisions des niveaux de service, l'attribution de compensation d'investissement à verser à Bordeaux Métropole sera majorée sur l'exercice 2022 de 24 830 €. Et l'attribution de compensation de fonctionnement, à verser aussi à Bordeaux Métropole, sera majorée de 15 081 €. À l'inverse, et je l'évoquais à l'instant, la modification des taux de charge de structure, tant sur la mutualisation que sur les transferts de compétences, vont réduire l'attribution de compensation de fonctionnement de 7 696 € et celle sur les investissements de 56 €. Au total, et je pense que c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, l'attribution de compensation d'investissement à verser à Bordeaux Métropole en 2022 s'élèvera à 657 304 € et l'attribution de compensation au titre du fonctionnement s'élèvera à 5 806 190 €. En vertu de quoi, ou en conséquence de quoi plus exactement, il vous est demandé, chers collègues, d'approuver le rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges, donc en date du 9 novembre, qui vous a été remis,
d'autoriser l'imputation de l'attribution de compensation en section d'investissement et d'arrêter pour 2022 le montant de l'attribution de compensation pour les sommes que j'ai évoquées tout à l'heure, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires pour mettre en œuvre cette chose-là. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur et néanmoins adjoint aux finances. Y a-t-il des demandes de précision? Monsieur Alvarez, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Vous faites bien, monsieur l'adjoint, de parler de cette chose-là. Effectivement, alors, la lecture est toujours très intéressante, et notamment le règlement intérieur de la CLECT, qui oscille sur l'intérêt littéraire entre les romans de Marguerite Duras et le Code général des impôts, où on a quand même des formules savoureuses. Vous en avez cité une qui est très importante, le taux de charge de structure. Alors, d'ailleurs, vous y perdez vous-même votre latin, monsieur le maire, puisque dans le dossier, un coup c'est la CLECT, un coup c'est la CLECT. C'est que ça avait fait l'objet. C'est la CLECT, c'est CT, c'est des charges transférées, et non pas du transfert des charges. Voilà, alors, un coup dans le dossier c'est TC, un coup dans le dossier c'est CT. C'est vrai. C'était ce qui faisait des échanges savoureux avec Yuan Taris, puisque lui-même, un coup, nous inversait les syllabes sur cette commission, cette chose comme vous l'avez appelée. Alors, le plus important, c'est de dire que effectivement, la mairie, la commune va verser à Bordeaux Métropole plus de 6 400 000 euros. Vous les avez détaillés en attribution de compensation d'investissement et de fonctionnement. Et alors, je dirais, moi, les deux dossiers, je ne ferai pas de deuxième intervention sur le deuxième, qui est lié. Et alors, vous parlez de révision du niveau de service. Moi, je reviens inévitablement sur la révision de la qualité du service qui est rendu. Parce qu'on peut comprendre certaines mutualisations, notamment celles sur l'informatique. D'ailleurs, on a révisé un peu les taux. Mais je pense qu'au niveau des services rendus par la métropole, notamment espace vert et propreté, je continue à dire qu'on n'a pas une qualité de service, un rendu de service qui est optimum par rapport à ce que nous avions avant la mutualisation. Donc, il faudrait avoir un indicateur de la révision de la qualité du niveau de service, mais je sais qu'on se répète, donc il vaut mieux se répéter, et ces indicateurs n'arrivent pas. Alors je plains la mairie de Senon et de Bègles, et malheureusement les élus, et notamment ceux de Montbord, qui ont voté cette mutualisation. Donc je voterai contre le dossier 1 et le dossier 2. Merci, vous restez constant dans vos convictions, et je trouve ça très bien finalement. Oui, surtout que Senon a beaucoup mutualisé. Là. Ils ont hésité longtemps, mais cette fois, ils ont fait le pas. C'est plus de 50 agents qui transfèrent en une seule année. Là, c'est énorme, effectivement. C'est beaucoup moins vrai pour Bègles. C'est juste les archives, c'est une personne, hein, tout simplement. Non, cela dit, je partage tout à fait votre avis. Hein. Je n'ai de cesse que de répéter. Nous avons vu avec les services de la métropole et notre directeur général des services, il y a quelques jours, le grand directeur de la métropole, donc au siège, si j'ose dire, et le directeur du PTO, du pôle territorial ouest, pour leur redire vraiment qu'on n'était pas satisfait sur ce point très précis. Hein. Ça, ils le savent, on leur redit. Ils ont pris des engagements. On leur a surtout dit que nous souhaitions que, quand on les alerte pour un événement particulier, on a tous un peu en tête la fête des jardins, des choses comme ça, où on fait des petites mises en scène de teasing pour ça. C'est pas le matin du marché de la fête des jardins qu'il faut le faire. Bien sûr, c'est 15 jours avant pour annoncer les choses. Bon, je crois que cette fois, ils ont vraiment compris. Ou pour le marché de Noël, on a aussi besoin d'eux pour la propreté, pour apporter de la grave quand il pleut, comme c'est le cas depuis 2 jours, de manière à avoir un peu de gravier quand on n'ait pas les difficultés. Voilà, j'espère que, à force de le dire, de le redire, j'espère qu'on sera entendu, mais je partage votre constat, bien évidemment. Ce serait faire preuve de beaucoup de mauvaise foi de ne pas le partager, très franchement. Donc, on a bien enregistré votre vote contre, bien sûr, sur les deux délibérations. Y a-t-il d'autres prises de parole? Ce n'est pas le cas. On peut peut-être enchaîner tout de suite sur le suivant, puisque c'est... Tout à fait. Peut-être juste pour dire à M. Alvarez que lors de cette fameuse réunion du 9 novembre à laquelle je participais, j'ai émis la même requête sur les indicateurs, sur l'absence d'indicateurs. Et la présidente de la commission m'a répondu que en fait, ce n'était pas dans l'objet de la commission de mettre en place et d'évaluer la qualité de service, c'est que ça se faisait ailleurs. Elle a raison. Elle a notamment cité les conférences
conférence des maires, et que l'objet de la commission était borné à l'évaluation financière. Mais je lui ai indiqué que je lui reposerai la même question l'an prochain. Allons maintenant, si vous le voulez bien, donc rapidement à la délibération numéro 2. Les chiffres, je vous les ai déjà donnés, je ne vais peut-être pas les répéter si vous en êtes d'accord, mais je voudrais par contre peut-être passer un tout petit peu de temps sur quel est le contenu des choses que nous avons souhaité et que les services ont souhaité demander à la métropole. En fait, ça touche plusieurs domaines, la plupart d'entre eux étant liés au numérique. Le premier domaine, ce sont les projets numériques pour l'amélioration du service à l'usager, les inscriptions scolaires via le portail des familles, les dispositifs de prise de rendez-vous en ligne. On sait que ça ne concerne pas forcément tous nos usagers, mais que pour un certain nombre d'entre eux, ça leur permet de faire du temps masqué fort utilement. La deuxième thématique, ce sont pour les écoles, et je crois qu'on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises des besoins de numérisation et de l'accompagnement en matière de numérisation. Donc là, ça concerne des tableaux numériques pour les écoles. Le troisième domaine, il est quelque part lié aussi aux décisions que nous devons prendre par rapport aux évolutions sanitaires. Et donc le télétravail, on le voit bien, est en train de revenir sur le devant de la scène. Et clairement, ça suppose que pour les agents qui peuvent être mis en position de télétravailler, d'avoir des équipements en particulier informatiques qui s'y prêtent, c'est-à-dire notamment des PC portables et des écrans. Et pour rester toujours dans ce qui est un peu la gestion de crise, il y a également des équipements complémentaires pour de la téléphonie, je dirais mobile, mais sur des réseaux privés. Et le dernier point, lui, concerne du remplacement d'un matériel roulant de nature un peu différente pour la logistique et une remorque. On l'a vu tout à l'heure, mais peut-être juste pour le redire, le montant de l'augmentation en pourcentage de la masse qu'a rappelé Patrick Alvarez est faible, puisque sur la partie fonctionnement, c'est une augmentation de 0,2% et sur la partie investissement, une augmentation de 4%. Donc il vous est demandé de valider ces évolutions de niveau de service et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant, à signer la convention et tous les documents correspondants. Merci beaucoup. Monsieur Rousseau, allez-y. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Juste une petite remarque parce que sur ce que j'ai entendu sur la première délibération, donc j'ai compris que les indicateurs de performance, les indicateurs de qualité seront retranscrits dans la conférence de maire. Vous allez désormais y assister, donc je comprends que nous aussi nous pourrons en avoir la teneur. J'ai bien compris ça ? Oui, absolument. Ok, oui. Très bien, merci. Mes chers collègues, nous nous prononçons donc sur les deux délibérations que l'on a bien sûr tenues l'une sur l'autre. Donc le vote de M. Alvarez est enregistré, vote contre sur les deux délibérations. Y a-t-il des abstentions? Des votes pour, donc? Merci, mes chers collègues. Parfait, merci. Finances, dossier numéro 3. Autorisation d'engager, de liquider et de mandater. Excusez-moi, monsieur le secrétaire. Excusez-moi. Monsieur Alvarez, sur ces deux dossiers, Madame Layan, votez pour, c'est ça, d'accord. Je préfère être sûr. OK. Dossier numéro 3. Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits. Exercice 2022. Rapporteur Jean-Georges Micol. Oui, c'est une délibération assez classique et je dirais de nature tout à fait technique. Il faut que la mairie puisse continuer à fonctionner alors que le budget ne sera voté que le 9 avril. En tout cas, vous sera présenté plus exactement le 9 avril 2022, le 5 avril 2022. Il est clair que dans l'intervalle, on ne met pas tout en suspens. C'est vrai de certaines dépenses de fonctionnement qui ont été mandatées dans le courant du mois de décembre. C'est vrai de dépenses d'investissement en rapport avec des investissements de programmes à cheval sur plusieurs années.
Donc là aussi, c'est déjà prévu dans des délibérations qui ont été votées dans cette instance. Par contre, pour des petits investissements en particulier qui vont intervenir dans les premiers mois de l'année, le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu que dans un montant équivalent au quart des investissements de l'année précédente, il est possible d'engager des investissements. Et c'est donc le fondement de la délibération qui vous est proposée. Concrètement, ça va recouvrir des choses comme des travaux d'entretien sur des bâtiments. On a déjà identifié, enfin il y en a une quarantaine, je ne vais pas toutes vous les lister, mais des études de sol, des sécurisations sur une ou plusieurs aires de jeu, des mises en conformité, des évolutions sur des contrôles d'accès et sur de la signalétique. Et donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à engager et mandater les dépenses d'investissement pour un total de 946 119,50, qui correspondent donc à ces fameux 25%, avant le vote du budget primitif 2022 et à signer les documents afférents. Merci beaucoup. C'est une délibération très, très technique que l'on repasse, que l'on vous propose chaque année. Nous nous prononçons, il n'y a pas de débat particulier. Abstention, ce n'est pas le cas. Vote contre, ce n'est pas le cas. Vote pour. Unanime. Merci bien, mes chers collègues. Ressources humaines, dossier numéro 4. Modification au tableau des effectifs des emplois permanents. Rapporteur, Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, s'agissant de la modification au tableau des effectifs des emplois permanents, pour rappel, les emplois de chaque collectivité sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité. Il est ainsi proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs dans les conditions ci-dessous énoncées, afin de tenir compte des besoins d'évolution des services. Dans un premier temps, afin d'ajuster la qualification des emplois pour les besoins d'évolution des services au 1er janvier 2022. Pour la filière administrative, 3 postes du cadre d'emploi des attachés sont vacants du fait de départ de fonctionnaires par voie de mutation. Il s'agit d'un grade d'attaché et de 2 grades d'attaché, afin de pourvoir les postes déjà créés par le conseil municipal. Il est proposé de compléter le tableau des effectifs en créant ces postes sur 2 grades du cadre d'emploi et d'autoriser en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires que ces emplois soient pourvus par des agents contractuels de droit public. Pour la filière médico-sociale, il est proposé la création d'un poste de médecin de prévention à temps non complet, 24 heures par mois. Pour la filière technique, il est proposé la création de 4 grades d'adjoint technique sur 4 postes permanents à temps complet dans le cadre de la mise en stage. Dans un second temps, afin d'ajuster la qualification des emplois suite aux décisions d'avancement de grade et de promotion interne de l'année 2021 au 31 décembre 2021, il est proposé la création d'un grade d'attaché pour la nomination par la voie de la promotion interne du directeur de l'école municipale de musique. Pour la filière technique, il est proposé la création d'un grade d'agent de maîtrise pour la nomination par la voie de la promotion interne, un agent chargé de l'entretien au sein du multi-accueil Les Mosaïques. Pour la filière sportive, il est proposé la création d'un grade d'éducateur des activités physiques et sportives principales de 2e classe d'un agent des interventions multisports ayant réussi un examen professionnel. Je précise que le comité technique a rendu son avis le 7 décembre dernier. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, modifier le tableau des effectifs selon les conditions ci exposées. Article 2, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, ça se dit, ça, je suppose. Monsieur Alvarez. Oui, Monsieur le maire, une présentation toujours très claire de ce dossier. Je voudrais revenir, alors vous féliciter pour les 4 postes d'adjoint technique, c'est des emplois qui n'étaient pas permanents et qui le deviennent, et ainsi que pour la venue du médecin de prévention, c'est des emplois en tension. Vous dire aussi que bon, alors, on constate que les attachés, c'est mon grade d'emploi, sont de moins en moins attachés à leur fonction. C'est un peu le mercato des fois de la fonction publique. C'est les carrières qui veulent ça. Et vous dire que ces postes-là ne devraient pas normalement poser de problème pour qu'ils soient pourvus par des agents contractuels. C'est une formule qui est employée évidemment dans les délibérations, mais
je sais que les communes doivent essayer de trouver des emplois de fonctionnaires sur ces postes-là qui ne sont pas finalement en tension maximale. Mais je voterai la modification du tableau avec cette fois-ci les 4 postes d'adjoint technique hein, qui sont des postes permanents à temps complet dans le cadre donc, de la mise en stage de gens qui étaient dans une autre situation précédemment. Merci. Je vous confirme que nous étions très attachés à ces 3 attachés, nous aussi, hein, je vous le confirme. On a beaucoup regretté. Bon, le premier, vous l'avez su, quand nous en avons parlé, c'est une vraie promotion pour lui. Il s'agit de Thomas. C'est très bien pour lui, tant mieux. Pour les 2 autres, c'est en fait une sorte de retour régional ou familial. Hein, je vous l'expliquais aussi. Et ça fait partie des choses qu'on ne peut pas non plus refuser. Se rapprocher de sa famille ou de se rapprocher de sa région natale, c'est quand même, ça a du sens, bien évidemment. Monsieur Rousseau, je vous en prie. Oui, en effet, rapidement, juste pour dire que moi aussi, ils vont me manquer, puisque je l'ai côtoyé, un à la Commission des Finances, l'autre au CLVE notamment. Juste une petite question sur le responsable des politiques contractuelles. J'ai vu que la directrice à l'éducation avait désormais une extension de son périmètre. Je voulais savoir en fait si vous étiez réorganisé, comment ça se passait en fait. Voilà. Oui, tout à fait. On a redistribué, mais vraiment à la marge. Ce sont des très petites choses, mais on a redistribué en fonction des recrutements que nous faisons. On a profité de ça, si j'ose dire, pour recibler certaines choses. Et effectivement, notre directrice des affaires scolaires, qui est devenue DGA au passage, a pris cette compétence supplémentaire sous sa houlette, hein, effectivement. Voilà, mais c'est vraiment à la marge. Il n'y a pas de choses très particulières. On a surtout un peu remusclé le côté finance et juridique. Voilà, on a profité de ce redéploiement. D'accord, c'était le sens de ma question, pour savoir si c'était quelque chose de plus large ou de plutôt voilà, circonscrit en effet à la finance ou aux politiques contractuelles. Ok, très bien, merci. Merci pour votre question en tout cas. Mes chers collègues, je vous consulte. Abstention, ce n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci bien, mes chers collègues. Dossier numéro 5. Création des emplois non permanents pour l'année 2022. Rapporteur Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, s'agissant de la création des emplois non permanents pour l'année 2022, il appartient au conseil municipal de fixer le nombre d'emplois nécessaires au fonctionnement des services et de préciser notamment le ou les cadres d'emploi correspondants, le motif invoqué et la nature des fonctions. Le CGCT impose de joindre au document budgétaire un état des effectifs de la collectivité. Pour ce faire, il convient de distinguer les emplois permanents correspondant à une activité pérenne de l'administration des emplois non permanents, à savoir les renforts occasionnels, les accroissements saisonniers, le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels sur emploi permanent, ou encore la vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. En collaboration avec les services de la DRFIP, il est convenu de faire acter par le conseil municipal le volume des emplois non permanents créés pour l'année à venir, à savoir 2022. Pour cette année 2022, il est donc décidé la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité. Ces emplois sont répartis selon les besoins dans les directions de la ville. En tout état de cause, les chiffres présentés représentent un plafond d'emplois qui peuvent être mobilisés, bien sûr, dans le respect des autorisations budgétaires. Ces plafonds ont été établis sur la base des besoins des années précédentes, ajustés notamment pour les accueils de loisirs et les accueils périscolaires au volume d'enfants accueillis spécifiquement cette année. Il est également décidé d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels sur un emploi permanent ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans la fonctionnaire. En outre, il semble important de préciser que ces emplois sont rémunérés sur la base et dans la limite des grilles indiciaires afférentes au cadre d'emploi identifié en tenant compte notamment des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent, ainsi que de son expérience. Je précise aussi que le comité technique a rendu son avis le 7 décembre dernier. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, décider des créations d'emplois non permanents tels que présentés en annexe de la présente délibération. Les chiffres présentés constituent un plafond d'emploi pouvant être mobilisé sur la base d'une analyse précise des besoins. Article 2, autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels. Et enfin, article 3, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 012.
Merci, bien, je crois que tout est dit, hein. Je ne vais rien ajouter, c'est très clair, parfaitement limpide et bien présenté. Simplement, le point d'interrogation après l'article 2 n'est peut-être pas nécessaire, puisqu'on autorise, donc il n'y a pas de point d'interrogation, mais ça, c'est pas bien grave. Monsieur Alvarez. Oui, je voterai pour la délibération et au titre de ma procuration, je m'abstiendrai pour Madame Layan qui tient à s'abstenir. Voilà, qui vous a confié cette mission. Tout à fait, d'accord. Oui, Monsieur Poli, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le maire. Juste une petite question à la marge de cette présentation. Je voulais savoir si la commune employait des apprentis de la fonction publique, et si oui, combien, s'il vous plaît? Première question, c'est oui. Le chiffre, il est très faible, hein. C'est de l'ordre de 1 ou 2 de temps en temps. C'est pas du tout systématique. Voilà, ça dépend un peu de la demande et de l'intérêt qu'on pourrait y trouver. Parce que les apprentis, bien sûr, il faut d'abord qu'on leur apprenne des choses avant qu'ils soient opérationnels pour la commune. Donc la réponse est clairement oui, mais c'est pas beaucoup. Très sincèrement, c'est relativement peu. 1 ou 2, hein, pour être précis. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Merci pour votre question. Nous nous prononçons, mes chers collègues. Abstention donc de Madame Layan. Voilà. Vote contre, ça n'est pas le cas. Vote pour, unanime, si ce n'est Madame Layan. Merci. Dossier numéro 6. Rémunération des agents recenseurs. Rapporteur Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour mémoire, les opérations de recensement, elles n'ont pas pu être réalisées en 2021 en raison de la crise sanitaire. Pour l'année 2022, les opérations de recensement se dérouleront du 20 janvier au 26 février 2022. Pour information, la dotation de l'État au profit de la commune afin d'assurer les opérations de recensement s'élève à 4 624 € pour 2021. Comme pour les précédentes opérations de recensement, la commune désigne par arrêté du maire 5 agents recenseurs parmi nos agents communaux volontaires. Nous vous proposons d'attribuer à ces agents recenseurs une rémunération de base de 1 000 € net, à laquelle s'ajoutera une enveloppe complémentaire de 1 500 € répartie entre ces 5 agents en fonction du travail fourni et des résultats obtenus. Je précise aussi que là encore, le comité technique a rendu son avis le 7 décembre dernier. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, adopter les modalités de rémunération des agents recenseurs exposés ci-dessus. Article 2, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. Merci beaucoup. Tout laisse à penser, l'expérience le confirme, que les 1 500 € en question seront répartis équitablement sur les 5 agents. Bien sûr, il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait des différences. Bien évidemment, ça fera 300 € de plus pour chaque agent. Oui, monsieur Rousseau, je vous en prie. Oui, juste une petite remarque. Je suis toujours surpris par la désignation de volontaires. Ça veut dire que finalement, lorsqu'il y a plus de volontaires que le nombre requis, vous les désignez, c'est ça? Et auquel cas, quels sont les critères pour le choix? C'est des critères de fiabilité essentiellement, peut-être ne serait-ce que le quartier où ils habitent eux-mêmes, pour que ce soit plus simple. Ils le font dans des heures de travail, bien évidemment, donc entre midi et 2 ou le soir après 18h. Donc cette notion déjà de lieu d'habitation, ça compte, bien sûr. L'ancienneté aussi, ceux qui l'ont déjà fait régulièrement et qui sont totalement fiables, on va plutôt avoir confiance en eux naturellement et leur proposer de continuer. Je ne sais pas si on avait beaucoup de demandes sur les 5 en réalité. Il y avait beaucoup plus de demandes que ça ou comme par hasard, on avait une dizaine de demandes en tout, je crois. Combien, pardon? Une dizaine. Ah, une dizaine, d'accord. Ok. Bon. Donc il y en a 1 sur 2 qui est. Il y en a 1 sur 2, voilà, c'est ça. D'accord. Et sinon, bien sûr, nous on va voter pour. Hein, on applaudit dès demain. Dans le contexte actuel, voilà. Bon, on ne sait pas si finalement ça va pouvoir avoir lieu. Hein, on ne sait pas comment la crise sanitaire va évoluer. Ceci étant, dans le contexte actuel, aller recenser, c'est mérité que d'avoir une petite compensation supérieure en tout cas. Voilà. Merci, tout à fait. Nous nous prononçons, mes chers collègues. Abstention, ce n'est pas le cas. Vote contre non plus. Vote pour, unanime. Merci bien. Dossier numéro 7. Adoption de la charte de télétravail de la ville et du CCAS. Rapporteur Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous le savez, la crise sanitaire nous a fait nous adapter et la ville et le CCAS ont eu l'occasion de faire du télétravail afin de maintenir la continuité de service en faveur des usagers et des bénéficiaires. Ce nouveau mode de travail a parfaitement fonctionné en maintenant le service de qualité et les agents ont été convaincus de cette nouvelle méthode. Suite à cette première expérimentation, un questionnaire a été diffusé auprès des agents qui avaient eu l'occasion d'expérimenter le télétravail, mais également un groupe de travail a été créé afin de proposer une charte de télétravail.
Après plusieurs échanges, mais aussi de la concertation avec nos organisations syndicales et le comité technique, la charte de télétravail a été adoptée le 12 octobre dernier en comité technique. Cette charte, elle fixe les règles générales de mise en œuvre du télétravail. Vous avez la charte en annexe si vous souhaitez la consulter. S'agissant du cadre collectif, pour votre information, le télétravail de manière régulière est possible, mais également de façon ponctuelle ou encore dérogatoire. Et il a été fixé à un maximum de 2 jours de télétravail par semaine. Je précise que cette nouvelle modalité de travail, elle repose sur un management par objectif et la confiance mutuelle, bien sûr, entre l'agent et son employeur. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, d'instaurer la charte du télétravail pour les agents communaux selon les modalités ci exposées. Merci beaucoup, Monsieur Alvarez. Oui, Monsieur le maire, ce sera une redite par rapport au conseil d'administration du CCAS. Mais d'abord, je ne vais pas être plus syndicaliste que les syndicalistes, puisqu'ils ont adopté, je crois, à l'unanimité cette charte, et d'autant plus qu'elle repose, je crois, sur un questionnaire et une participation des agents. J'avais quelques observations à faire sur le dispositif général. Alors, le télétravail, on voit que ça prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Je voudrais émettre quelques réserves sur... Il y a des avantages, si vous voulez, sur le fait que ça réduit les déplacements, mais ça peut aussi poser des problèmes sur les collectifs de travail. Il y a une coupure, évidemment, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler du fait de leur métier, on l'a évoqué. Alors, sur le dossier lui-même, il y a très peu d'observations, si ce n'est que vous mettez 2 jours par semaine maxi, avec ce qu'on a évoqué déjà, la possibilité, mais un seuil appréciable mensuellement. C'est-à-dire que ça peut aller, c'est 8 jours par mois, et ils peuvent être, ces 8 jours, regroupés éventuellement en une seule fois, 4 ou 5 jours de suite. Donc on peut sortir des canons, c'est ce qui ressort de la lecture du dossier. Alors vous avez mis en place une commission d'arbitrage, évidemment pour les demandes, parce que vous n'avez pas fixé un nombre maximum d'agents qui pourraient télétravailler dans la commune. Vous avez eu raison d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait dans d'autres communes et ça ne marche pas très bien. Là vous avez décentralisé les choix par objectif, mais je pense avec la confiance des directeurs de services et des pôles, c'est bien. La commission d'arbitrage aussi inclut des responsables, enfin des représentants d'organisations syndicales. Donc ça aussi, je pense que c'est de nature à être équitable. Vous avez aussi défini avec le supérieur hiérarchique les plages fixes définies avec les agents. Il y a une certaine souplesse. Alors, je n'ai pas retrouvé dans la charte la possibilité de tiers-lieu ou pas de tiers-lieu, parce qu'on peut télétravailler des fois chez soi, mais on peut aussi, pour certains, travailler dans des tiers-lieux, c'est-à-dire dans des locaux qui sont donnés à côté de la commune où on habite ou de lieux comme ça. Une petite précision. Et vous avez inscrit, et ça c'est normal, le droit à la déconnexion, sinon je pense que les syndicats n'auraient pas suivi. Bon, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un dossier bien ficelé. Je voterai pour, avec les précisions que vous voudrez bien m'apporter. Merci beaucoup. On l'a évoqué ensemble. C'est sûr que le télétravail a montré aussi ses limites à travers la crise Covid, qui n'est pas terminée, on l'a bien compris. Ce qui est proposé me paraît tout à fait équilibré, mais je partage votre sentiment. Il faut toujours garder un peu l'esprit de collectivité, l'esprit d'entreprise, qui est un peu l'esprit d'appartenance à une collectivité, à une entreprise. Et ça me paraît important. Et pour ça, il faut se voir. Ce n'est pas au téléphone ou en visioconférence qu'on entretient cet esprit-là. D'où le fait de ne pas proposer au-delà de 2 jours par semaine, parce qu'il faut, encore une fois, garder cet esprit qui est tout à fait important. Quant au tiers-lieu, là, je me retourne vers notre adjoint. Je ne crois pas que la question a été posée. Ça ne nous a pas été demandé. Cela dit, moi, je n'y serais pas hostile par principe, bien au contraire. Mais je ne crois pas que c'était demandé. Je laisse Mathilde nous répondre. Non. Le sujet n'avait pas été abordé. Alors après, j'ose imaginer que si un agent souhaitait télétravailler dans un tiers-lieu, en accord avec son cadre, ça pourrait être possible. Merci. Et effectivement, vous avez raison, ça m'avait échappé de pouvoir cumuler 4 ou 5 jours d'affilée, mais effectivement, ça sera sûrement à la marge parce qu'il faut qu'il y ait un contexte bien particulier, mais effectivement, c'est possible. Ça a été tout à fait admis en accord avec le chef de service, bien évidemment. Et c'est une souplesse qui est une bonne chose.
Nous nous prononçons, mes chers collègues. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour. Unanime, merci bien. Dossier numéro 8. Instauration de l'allocation forfaitaire de télétravail. Rapporteur Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, toujours en lien avec le télétravail, nous vous proposons d'instaurer un forfait télétravail à hauteur de 2,50 € par journée de télétravail et dans la limite de 220 € par an. Là encore, je précise que le comité technique a rendu son avis le 7 décembre dernier et qu'à la base, cette demande émanait des organisations syndicales. Et après réflexion, nous avons donc décidé de proposer cette création du forfait de télétravail. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, instaurer l'allocation forfaitaire de télétravail dans les conditions ci exposées. Et article 2, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 012. Merci beaucoup. La somme elle-même est une somme nationale. On ne l'a pas choisie, c'est ce qui est proposé au niveau national. Pas de commentaires particuliers, je suppose. Abstention, non. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci bien, mes chers collègues. Dossier numéro 9. Attribution de chèques cadeaux aux agents. Rapporteur Mathilde Ferchaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'apporte une dernière bonne nouvelle s'agissant du sujet des ressources humaines. Alors, vous le savez, malheureusement, nous n'avons pas pu et nous n'allons pas pouvoir organiser de manifestations rassemblant tous nos agents de la ville et du CCAS. Et donc, comme l'an dernier, nous vous proposons de substituer ces manifestations par l'attribution d'un chèque cadeau afin de marquer la reconnaissance et l'implication de tous nos agents. Tous nos agents pourront donc ainsi bénéficier d'un chèque cadeau d'un montant de 50 € par agent. Il est donc demandé au conseil municipal, à l'article 1, d'autoriser l'attribution des chèques cadeaux aux agents selon les modalités définies par la présente délibération. Et enfin, article 2, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 012. Parfait, merci beaucoup. C'est très simple. Vous l'avez compris, toutes ces manifestations ont été fortement déconseillées au niveau national et par la préfète elle-même. Avant de vous rejoindre à l'instant, j'étais en réunion de bureau à la métropole qui était suivie ensuite d'une réunion avec la préfète, le DAZEN et l'ARS sur l'aspect sanitaire, bien sûr, et ensuite dans la foulée avec les polices municipales, nationales et gendarmerie et autres pompiers pour parler de la sécurité sur les fêtes de fin d'année. Donc, tout ceci, il y a un vrai consensus, même si ce n'est pas interdit, c'est fortement déconseillé d'avoir bien sûr des rassemblements qui se terminent. Ce n'est pas tant le fait d'être 50 ou 70 dans cette pièce-là. Si c'est pour 1 heure et qu'on est tous debout, ça ne pose pas de problème, qu'on ne bouge pas spécialement, tout va bien. Mais quand ça commence à être lors d'un cocktail où on échange, on enlève le masque, on discute et on se balade de groupe en groupe, là ça devient dramatique très vite. Donc, et c'est le cluster assuré, vous le savez. Donc on a pris la décision déjà depuis une quinzaine de jours pratiquement d'annuler tout ça systématiquement. Voilà, nous nous prononçons sur cette proposition. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, j'imagine. Vote unanime pour. Merci, mes chers collègues. Petite enfance, dossier numéro 10. Règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Modalité de facturation, déplafonnement des journées d'absence, réduction des délais de carence pour maladie. Rapporteur Maël Fétou. Monsieur le maire, mes chers collègues, au travers de cette proposition, il s'agit simplement de répondre à 2 exigences. D'une part, mettre nos règlements de fonctionnement de nos crèches à jour suite à une évolution réglementaire de la CNAF, et d'autre part, mieux répondre aux besoins des familles. Et pour ce faire, nous faisons évoluer 3 éléments. Premièrement, déplafonnement des journées d'absence déductibles. Deuxièmement, proposition d'un préavis d'1 mois pour les crèches collectives et de 2 mois pour les crèches familiales. Et troisièmement, réduire le délai de carence pour maladie de 1 à 3 jours. Notons aussi qu'on a la volonté de réduire l'écart entre les journées réellement consommées et les journées facturées, afin d'améliorer notre bonification de prestations de services. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'approuver les propositions de modification et autoriser monsieur le maire à signer leur règlement. Je vous fais part de tous les 4 règlements de fonctionnement qui sont assez épais. Voilà. Et j'en ai fini. Merci, monsieur le rapporteur, merci bien. Y a-t-il des demandes de précision? Voilà, je crois que c'était très bien expliqué, schématisé, synthétisé, c'est parfait, bravo. Mais si vous avez une question à poser à notre adjoint, Maël Fétou, ne vous gênez pas surtout. Si ce n'est pas le cas, on va se prononcer. Abstention, si ce n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci bien, mes chers collègues. Éducation jeunesse, dossier numéro 11. Convention d'entente intercommunale pour le développement et la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs communes. Autorisation signature. Rapporteur Daphné Gossin.
Monsieur le maire, mes chers collègues, la carte jeune est un dispositif gratuit qui vise à faciliter l'accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les jeunes de 0 à 25 ans. Mise en œuvre à Bordeaux depuis 2013, puis à l'échelle de 12 villes depuis 2019, cette carte a pour objectif d'inciter les jeunes et leurs familles à fréquenter les équipements culturels du territoire, salles de spectacle et salles de sport partenaires. Le nombre de porteurs de cette carte est actuellement de 30 000, soit 21,6% de la tranche d'âge du périmètre actuel, dont 1726 sur la ville du Bouscat, ce qui démontre l'intérêt du dispositif. L'objectif étant de poursuivre son développement. Au terme de la première phase d'expérimentation, en décembre 2021, il a été prévu la possibilité d'intégrer une nouvelle commune au dispositif. En mai 2021, sur sollicitation de l'entente intercommunale, les communes de Bègles, Blanquefort, Bruges, Carbon-Blanc, Senon, Martignac-sur-Jalles, Mérignac, Pessac, Villeneuve-d'Ornon ont souhaité rejoindre le dispositif déjà porté par les 12 communes, dont le Bouscat. La deuxième phase du dispositif durera 3 ans. L'entente intercommunale de la carte jeune repose sur les principes suivants. Une carte gratuite, délivrée selon un critère d'âge et de résidence, fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisirs proposant des tarifs préférentiels. Des partenariats passés sans compensation financière, fondés sur un échange de visibilité autour d'un objectif commun, l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Une carte unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa commune de résidence, du moment que celle-ci participe au dispositif. Des moyens communs mutualisés, mais aussi un relais en proximité, adapté par chaque commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe. Une conférence intercommunale dans laquelle chaque ville participante dispose de 3 représentants et dotée d'une voix assurant le suivi du dispositif. La ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions centralisées. Les moyens mutualisés prévisionnels seront répartis en 3 pôles de dépenses financés par l'ensemble des communes membres de l'entente. Un budget prévisionnel a été établi et des titres de recettes seront émis afin d'assurer le remboursement de ces charges mutualisées au prorata de la population des villes. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir. Article 1. Approuver la participation de la ville du Bouscat au dispositif carte jeune partagé entre 21 communes pour une durée de 3 ans. Article 2. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'entente entre les communes, la charte carte jeune et le règlement intérieur correspondant à son organisation. Article 3. Autoriser monsieur le maire à engager des dépenses nécessaires au remboursement à la ville de Bordeaux des frais engagés pour la mise en œuvre des missions mutualisées définies dans la convention d'entente selon la clé de répartition définie en annexe 3. Article 4. Dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget prévisionnel, chapitre 11. Parfait, merci beaucoup, c'est très bien. Y a-t-il des demandes de précision à formuler auprès de Daphné? Ça n'est pas le cas, on commence à connaître ça effectivement. Et on intègre, comme vous l'avez compris, 12 nouvelles villes. Nous étions 9 jusqu'à présent, on en intègre 12 de plus. Voilà pour la petite histoire. Nous nous prononçons, mes chers collègues. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, non plus. Vote pour, unanime. Merci beaucoup. Je reviens un instant pour rassurer Patrick Alvarez. Alors certes, le télétravail dans des tiers-lieux n'a pas été demandé, mais en fait, ça, c'est bien la preuve que le groupe de travail a très bien travaillé, et nos services également, puisque c'est prévu dans le questionnaire que chaque agent remplit. On lui pose la question, où souhaitez-vous travailler chez vous, au tiers-lieu? Voilà, donc c'est prévu, je vous rassure, mais ça n'a pas été demandé. Voilà, comme ça, on est vraiment transparent et complet dans la réponse. Merci. Association. Dossier numéro 12. Association Le Carrousel. Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Reversement de subventions. Rapporteur Françoise Cossec. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, Bordeaux Métropole participe à la promotion de l'égalité et de la diversité au travers notamment de l'organisation de la quinzaine de l'égalité qui a eu lieu du 2 au 16 novembre dernier. Sous différentes formes, les thématiques du vivre ensemble, la laïcité, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, l'égalité homme-femme sont organisées sur l'ensemble de la métropole pour cette 8e édition à laquelle la ville est partie prenante, bien sûr. C'est dans ce cadre que Bordeaux Métropole a lancé en début d'année un appel à projets afin de sélectionner les projets dans la prévention et la lutte contre les discriminations. Pour rappel, conformément au règlement de participation de cet appel à projets, la ville a présenté 5 projets, dont un est porté par l'association Le Carrousel.
Alors, Planche de vie Ricochet, c'était une animation 2020 qui a été reportée en 2021 et sous forme de planches qui ont été exposées à la source par l'association Les Burnettes. Bien dans leur genre, Ville du Bouscat, porté par le BIGE. Après La vie débat, la vidéo, ce sont des clips qui ont été tournés par les ALSH. Le regard, la réalité et nos représentations par le CCAS du Bouscat. Et enfin, par le Carousel, un échange dynamique avec les habitants qui a été un échange générationnel et intergénérationnel sur les types de discrimination et des situations vécues par les habitants qui ont été à l'origine de photos accompagnées de messages qui ont été exposés à l'hippodrome, la Chêneraie et dans différents lieux. Donc, la subvention allouée par les métropoles d'un montant de 2 500 € pour ces 5 projets a été versée à la ville le 5 octobre dernier et à ce titre, il convient de procéder au versement d'une quote-part de cette subvention, soit 1 250 € à l'association Le Carousel, 500 € au CCAS du Bouscat et les 750 € restants permettant de financer le projet ville. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, autoriser le reversement à l'association Carousel de l'aide financière octroyée par Bordeaux Métropole pour un montant de 1 250 € au titre d'un échange dynamique avec les habitants. Article 2, dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2021, chapitre 65. Article 3, dire que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2021, chapitre 74. Merci beaucoup. Et comme vous avez le détail, vous voyez que 16 villes de mémoire 16 ont participé et que le Bouscat n'est quand même pas le mauvais élève de la classe, loin s'en faut, puisque nous proposons 5 actions, là où Mérignac en propose 6, effectivement, et Saint-Médard sont des villes plus grosses que nous. Donc, on peut dire que nos services et nos associations ont très bien travaillé, ont bien compris l'intérêt de cette quinzaine de l'égalité, effectivement, et de la diversité. Mes chers collègues, pas de commentaires particuliers, on accepte tout ceci sans problème. Abstention non, vote contre non plus, vote pour, unanime, merci bien. Dossier numéro 13, convention territoriale globale, bonus territoire, compensation aux associations. Rapporteur Françoise Cossec. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville du Bouscat et la caisse d'allocation familiale étaient conventionnellement engagés depuis 2008 par le contrat enfance-jeunesse, appelé CEJ, reconduit en 2016 pour 4 ans. Ce contrat d'objectifs et de financement est arrivé à échéance le 31 décembre 2019. Suite à la réforme des prestations de la CAF, le CEJ a été remplacé par le bonus territoire et intégré à la nouvelle convention CTG, adopté lors du conseil municipal du 28 janvier 2020. Un avenant à la CTG a été signé entre la ville du Bouscat et la CAF le 20 juillet 2020 pour en préciser les modalités. Le calcul du bonus territoire repose sur des modalités différentes et la CAF applique désormais un lissage dit territorial. Ainsi, pour les structures proposant l'accueil de loisirs sans hébergement à LSH, l'heure est soutenue par la CAF à la hauteur de 0,28 € par heure d'ALSH, quelle que soit la structure gestionnaire. Pour les établissements d'accueil du jeune enfant, la place est soutenue par la CAF à hauteur de 907,46 € par place, quelle que soit la structure gestionnaire, avec un minimum relevé à 1 000 € pour les établissements situés en quartier politique de la ville. Après application de ces nouvelles modalités de calcul, 2 des partenaires associatifs se voient allouer un bonus nettement inférieur à ce qu'ils percevaient sous l'ancien système. L'avenant précisant dans son article que la collectivité s'engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition de la contribution pour les équipements. La ville doit contribuer à compenser cet écart toute la durée du conventionnement CTG. Et comme l'an passé, le décompte découle comme suit. Donc vous avez pour le Carousel 35 000 € au départ, dont 23 000 € pour l'activité à LSH, répartis 5 555 €
pour le bonus et la compensation de la commune, 17 445 €. Pour Trotte Menu, la crèche, 37 066 € au départ, 20 000 € pour le bonus territoire et 17 066 € par compensation de la commune. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement d'une subvention de 17 066 € à l'association Trotte Menu et de 17 445 € à l'association Le Carrousel. Article 2, dire que les dépenses seront inscrites au budget 2021, chapitre 65. Merci beaucoup. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire, heureusement que ce dispositif s'appelle bonus territoire. 10 bonus de la sorte et on va cramer, comme dit une candidate, on va cramer la caisse, comme dit une candidate à l'élection présidentielle, de l'épargne brute, parce que là, c'est des bonus qui, quand même, coûtent 34 511 € à la mairie. Ils auraient, bon, où ils ont beaucoup d'humour, où ils le font exprès, je ne sais pas, on est peut-être pénalisé sévèrement, mais en tous les cas, c'est curieux d'appeler ça bonus territoire quand la mairie doit abonder ce qu'avant elle n'abondait pas. Vous avez raison, je partage tout à fait votre humour un peu caustique, mais c'est tout à fait ça malheureusement. C'est pas du bonus, c'est un vrai malus qui nous est imposé. Quand je dis imposé, bien sûr, on le fait de bonne grâce. Il n'est pas question de se défiler devant nos responsabilités, mais très sincèrement, il faudrait que ces bonus déguisés en fait disparaissent vite, parce que ça devient quand même un peu insupportable. Mais c'est ainsi. On est tout à fait d'accord. Nous nous prononçons, mes chers collègues. Pas d'abstention, pas de vote contre, vote pour, unanime. Merci beaucoup. Intercommunalité, dossier numéro 14. Rapport d'activité 2020 de Bordeaux Métropole. Rapporteur, monsieur le maire. Oui, je vais peut-être essayer d'être quand même le plus synthétique possible parce que c'est un gros dossier. Vous l'avez parcouru, j'espère. Il a été présenté de manière quand même assez ludique avec beaucoup de photos, donc c'est assez aéré. Donc je vais quand même faire assez rapidement. Alors ce rapport porte sur l'année 2020, bien sûr. On est fin 2021, donc vous comprenez que nos mémoires commencent à s'émousser un peu. Donc pour moi, cette année a été faite de 2 semestres très différents. Premier semestre, crise Covid, vous l'avez compris, et second semestre, mise en place de la nouvelle gouvernance en juillet 2020. La crise Covid a été gérée de manière extrêmement importante puisque dès le début, dans le cadre du soutien aux plus fragiles et surtout de conserver notre plan d'activité, nous avons mis en place cette cellule de crise dès le mois de janvier 2020. Donc le tout début d'année, on a réagi immédiatement. Maintien des séances du bureau toutes les semaines. À l'époque, je tenais un bureau chaque semaine en distanciel, certes, mais tout de même pour que les choses que l'information soit partagée. Nous avons commandé des masques, vous le savez, des plans d'urgence pour les quartiers politiques de la ville, aussi une distribution alimentaire dans les squats de toute la métropole, de Bordeaux principalement, mais pas que. Pour ces transports, nous sommes adaptés aussi. Nous avons maintenu 30% du service au transport en commun. 30% alors que, souvenez-vous, il y avait quasiment personne dans les trams et dans les bus. Et gratuité pour les transports TBM qui ont été instaurés pour les personnels soignants à cette époque. Pour l'économie sociale, économie locale, un soutien très important. Un fonds de soutien mis en place à hauteur de 15 millions, des mesures très concrètes pour les acteurs de la filière du tourisme. Et ce plan a été repris par mon successeur dès le mois de novembre de mémoire, ou octobre je pense, renforcé à hauteur de 80 millions, dont 20 d'urgence. Nous avions mis 15 pour ce qui nous concerne. Et en fait, il y a 50 millions qui sont dans l'augmentation de la commande publique. Donc, ce n'est pas une vraie subvention, mais c'est un engagement que la métropole a pris pour que la commande publique soit vraiment à la hauteur des attentes de nos entreprises. De la même manière, pour ce qui est de l'aménagement économique, l'année a été relativement calme. Bien sûr, vous l'imaginez, souvenez-vous, les entreprises étaient toutes à l'arrêt, bien sûr. Nous avons quand même poursuivi l'opération R, aménager, innover, redessiner, entreprendre. Vous savez qu'on a un dossier R ici au Bouscat, sur la place Ravzi, d'ailleurs, qui est en train de sortir de terre avec la société SPI Batignolles. Également, comme dans les entreprises, nous avons lancé en mars un appel à manifestation d'intérêt sur le terrain des circuits de Blanquefort. Si je vous en parle, c'est parce que nous avons, pas plus tard que cet après-midi en bureau, acté le fait que ce terrain des circuits a été attribué, si j'ose dire, après une mise en concurrence, bien sûr, à Hydrogène de France, qui est une entreprise basée sur Lormont, qui utilise l'hydrogène, bien sûr, mais qui a pour vocation à fabriquer des piles à combustible, des piles à hydrogène.
c'est une très bonne chose. Ce site, comme ça, va être revalorisé de manière tout à fait importante. Ça démarre avec 150 salariés. Je vous rappelle que Ford avait laissé plus de 800 personnes sans emploi. Bon, ça remonte avec ce type de choses. Et nous sommes convenus cet après-midi au bureau de faire en sorte que le site lui-même, plus globalement, aille vraiment dans cette direction des énergies renouvelables. Ça nous paraît être une bonne manière de travailler. Hermès a atterri, vous le savez, à Saint-Vincent-de-Paul, 250 emplois. Et nous avons aussi adhéré à l'association de préfiguration de Tarmac, qui est la Cité des Savoirs sur Mérignac et Martignas, qui est quelque chose qui nous importait beaucoup. L'économie sociale et solidaire a été très soutenue, j'en dis pas beaucoup plus parce que vous pourrez le lire éventuellement. Pour l'emploi et l'insertion, nous avons lancé dès le mois de janvier l'OIM, la troisième OIM de la métropole de la rive droite. Vous connaissez l'aéroparc sur les communes de Mérignac, Saint-Médard et Le Haillan. Eh bien maintenant, il y aura aussi l'OIM rive droite. La seconde, c'est InnoCampus autour de l'université et du secteur médical essentiellement. Des marchés aussi avec des clauses sociales, je n'en dis pas beaucoup plus. Pour ce qui est de l'habitat, Anne assez riche. Nous avons signé une convention avec l'ANRU pour les quartiers politiques de la ville sur Bordeaux, sur Palmer à Senon, Dravement à Florac. C'est important. Et nous avons aussi continué la requalification urbaine des boulevards. Vous savez que c'est un grand projet que nous avions lancé avec Nicolas Florian il y a plus de 2 ans maintenant. Et ça continue, ça avance bien. Les choses se précisent. Je crois qu'on aura des choses à vous proposer assez rapidement. La candidature de Bordeaux Métropole pour encadrer les loyers, qui n'est pas allée très loin, parce qu'en fait, seul Bordeaux a été retenu. La ministre Emmanuelle Vargon a décidé qu'il n'y avait que la ville de Bordeaux qui pourrait s'inscrire dans cet encadrement de loyer. Voilà. Pour les projets urbains aménagement, je ne vais pas être très prolixe, parce que surtout parler de Brazza, avec une requalification surtout de ce projet, réorientation, avec une offre supplémentaire en logements sociaux et aussi un repaysagement, végétalisation plus importante dans le secteur de Brazza. Le cœur Genco, l'opération Genco, donc 602 logements de plus, ce qui porte à près de 3000 logements l'opération globale dans ce secteur. Pour l'habitat pour tous, mais surtout les solidarités, nous avons signé avec l'État un contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés et nous avons ouvert 6 LTI. LTI, ça veut dire logement temporaire d'insertion. Et de la même manière, avec la région, l'État, le CROUS et le Conseil des HLM, nous avons signé un engagement, un contrat pour construire 6000 logements étudiants d'ici 2030. Les déplacements, vous avez tous vu comme moi l'aménagement de couloirs de bus, aussi bien sur les boulevards qu'ailleurs, pour permettre l'usage du vélo plus important. Nous avons accéléré le RER métropolitain avec la ligne de Car Express Créon-Bordeaux, qui a été un vrai succès, puisque aujourd'hui nous sommes à 800 voyageurs jour entre Créon-Bordeaux et bien sûr retour Bordeaux-Créon, ça va de soi. Et le projet du RER métropolitain est de multiplier cette expérience par 3 ou 4 pour aller jusqu'à Blaye ou d'autres secteurs de cette nature. Tarification mutualisée entre les TER et TBM, c'est une bonne chose, vous le comprenez bien. La ligne du tramway, je ne vous en parle pas, vous la connaissez parfaitement bien. Les parcs relais également. Pour les déplacements doux, expérience autoroute du vélo sur 1 km, il faut bien commencer par quelque chose, donc ça c'est pas mal. Premier plan marche et troisième plan vélo ont été lancés et nous les avons votés pour les conseils métropolitains avec Fabienne Dumas et Gwenal Lamarque la semaine dernière. Ce troisième plan vélo, il est voté. Le plan marche, nous le voterons au mois de janvier. Je passe. Liaison routière importante tout de même, l'attribution au mois de décembre du pont Simone-Veil, du marché du pont Simone-Veil, au groupement Bouygues. Voilà. Et puis la DUP pour le bus à haut niveau de service, qui s'appelle maintenant Bus Express. C'est plus facile à dire réellement, entre la gare de Bordeaux-Saint-Jean et Saint-Aubin-de-Médoc. Sur l'environnement, vous avez connu, comme moi, le lancement de l'opération Plantons 1 million d'arbres, qui a été donc démarrée pratiquement en fin d'année. Une extension de l'OAIM, ce n'est pas l'OIM, mais c'est l'OAIM, c'est l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain. C'est plutôt une opération verte, si j'ose dire, sur les communes de Blanquefort, Bruges, Ézines, Le Haillan, Le Taillan, Martignas, Parempuyre, Saint-Médard-en-Jalles. Oui, comment dire, Bordeaux Métropole aussi a lancé un volet végétalisation des cours pour toutes les nouvelles écoles. Nous n'avons pas de nouvelles écoles, nous, mais nous sommes bien partis avec Gwenal Lamarque pour que
le plan de végétalisation de nos cours d'école soit enclenché. Ça va être chose faite dès l'année prochaine. Nous en avons pris l'engagement, vous le savez. Développement durable, je fais assez court parce que nous avons mis en place un budget climat. Essentiellement, vous savez, ce sont ce qu'on appelle les budgets colorés en fonction des sommes dépensées selon que c'est vertueux ou pas vertueux eu égard au développement durable et à l'environnement et à la planète. Eh bien, il y a des couleurs, on va du vert au rouge. Bien sûr, vous l'avez compris, quand c'est rouge, c'est pas bon, et quand c'est vert, c'est beaucoup mieux. Moi, je vous avoue que je n'y crois qu'à moitié à tout ceci, parce que c'est surtout ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est un travail supplémentaire pour les services, qui non seulement doivent faire des comptes, comme toujours, mais qui doivent en plus les colorer, ce qui est quand même un temps important à consacrer à ça. J'espère qu'à la sortie, il y aura vraiment une meilleure lisibilité et une efficacité surtout. Nous verrons. J'avais eu le plaisir en février d'accueillir la 21e édition des Assises européennes de la transition énergétique. Voilà, c'est un événement important. Pour ce qui est de la gestion de l'eau, l'événement important de la fin de l'année et qu'au mois de décembre, la métropole a décidé de passer en régie, ce qui était une DSP auparavant avec Suez, et là nous passons en régie de l'eau potable. Et puis nous avons passé un contrat pour les champs captants des Landes du Médoc, c'est le contrat pour l'eau là, en l'occurrence. Nous allons chercher l'eau complémentairement, vous l'avez compris, hein, bien évidemment, dans le Médoc, et le contrat que nous passons avec les villes qui sont concernées. Le plan piscine métropolitain a aussi porté ses fruits au sens que le futur stade nautique de Mérignac est enclenché maintenant. L'attribution a été faite avec Eiffage, UCPA, Dalkia et Banque des Territoires. C'est le groupement qui a été choisi pour la piscine métropolitaine qui donc se situe à Mérignac. Vous le savez aussi, nous avons été retenus, la métropole a été retenue pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et pour accueillir aussi le football féminin et masculin des JO de Paris 2024. Pour la gouvernance, vous connaissez ça, je ne m'arrête pas là-dessus. Et j'en arrive tout de suite aux finances. Quelques chiffres très simples. L'épargne nette de 2020 est ressortie à 150 millions d'euros. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Et la capacité de désendettement est de 4 ans et demi. Elle va se détériorer dès l'année prochaine, mais pour l'instant, nous en étions là à ce moment-là. Et la dette au 31/12/2020 était de 1,025 milliard. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous ai assez parlé. Vous avez eu le temps de lire ça comme moi. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment, des compléments que j'aurais balayés un peu rapidement. Monsieur Alvarez. Oui, monsieur le maire. Alors 2020, effectivement, a été une année tout à fait inédite compte tenu du contexte sanitaire. Et la présentation du rapport s'en ressent. Il s'en ressent dans la qualité du rapport en lui-même, puisqu'on avait des rapports plus développés, plus soutenus, et qui permettaient des comparaisons. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment pour le logement social, où là, il faut aller piocher ailleurs, alors que là, on avait un répertoire les années précédentes. Et dans la présentation, et dans le respect de l'article que vous évoquez, d'habitude, il y avait une mention à la loi Chevènement. Là, on a l'article 52.11.39. C'est la première fois qu'on a le compte administratif qui est joint au rapport d'activité. Et je rappelle aussi que cet article dispose que l'état des crédits engagés par Bordeaux Métropole dans notre commune devrait être aussi présenté, ce qui est... je ne le demande pas pour une surcharge mais bon, c'est aux conseillers municipaux aussi au gré de demander s'ils ont des renseignements, mais c'est le dispositif de cet article. Alors, ce rapport d'activité est un peu un patchwork, vous l'avez évoqué, qui ne permet pas donc de comparaison. Je prends l'exemple dans le domaine du logement social. Nous avions les chiffres qui permettaient d'analyser l'évolution des constructions d'une année sur l'autre et d'une catégorie surtout de logements sociaux sur l'autre, PLS, PLAI, PLS. Là, on n'a rien, on a des généralités. Je reviendrai, moi, sur quelques points. La partie déplacement. Alors, on a créé des places de stationnement supplémentaires, 864, est-il dit, donc avec des bornes de recharge électrique. Je vous pose la question directement sur le Bouscat, sur cette question des bornes de recharge électrique, s'il y a un dispositif qui est prévu d'amélioration et d'augmentation du nombre de ces bornes, parce qu'on sait que ça va être une question importante. Une appréciation aussi sur le tram, on a parlé de la ligne D.
On voit que les débats sur le tram ne sont pas tout à fait achevés. Certaines communes pensent qu'ils auront le tram, notamment Saint-Médard et Gradignan. Qu'en est-il de ça? Alors, on a découvert cette semaine, avec un magnifique plan, le nouveau projet de réseau vélo express de Bordeaux Métropole. Quelles sont les retombées précises de ce plan vélo express sur notre commune? Alors, vous avez évoqué, monsieur le maire, la crise sanitaire et son impact. Vous avez évidemment raison. Plus de 60 millions, si on regarde les chiffres, entre perte de recettes et dépenses supplémentaires. Et ce que vous avez dit, qui est très juste, les 50 millions de commandes publiques pour aider aussi, qui rentrent là-dedans. Ce qui fait que, alors, vous l'avez passé rapidement, l'épargne nette disponible, effectivement, c'est près de 150 millions, mais on fait une baisse de 39% par rapport à 2019, puisqu'elle était à 245 millions, ce qui est c'était un bon chiffre, mais c'est un indicateur quand même qui est un peu comme à la mairie du Bouscat. Alors, on prend acte aussi de ce rapport et on prend acte du nouveau fait majoritaire qui s'est installé à la métropole, le fait majoritaire, le recul du fait majoritaire et le rappel de la cogestion, puisque les maires viennent maintenant siègent au bureau. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Et à partir de là, c'est un coin enfoncé dans la métropolisation forcenée que certains avaient voulu mettre en place. Et donc, je ne peux que me féliciter. Mais ça, c'est pas dans le rapport. Mais je pense qu'on en reparlera l'an prochain, comme on reparlera très certainement d'un projet que, alors là, pour le coup, je trouve assez néfaste. C'est la ligne à grande vitesse. Mais ça fera l'objet, je pense, de débats prochains, puisque là aussi, je suis très minoritaire, y compris auprès de mes propres amis. Merci pour vos remarques. Oui, de ça, vous avez suivi non pas ce feuilleton, mais ces événements successifs que le GPSO a permis de mettre en lumière. C'est sûr, quand on n'a plus de majorité dans sa majorité, il faut aller la chercher ailleurs. Et quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, il faut quand même tenir compte de ça et se dire que finalement, il vaut peut-être mieux que d'ouvrir plus largement la gouvernance, en l'occurrence, pour ne pas avoir sans arrêt à aller chercher chez les voisins le vote tant attendu. Donc, je crois que c'est un juste retour du bon sens. Moi, je reste attaché à ce qui est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Ça met bien le fait communal en avant, voire intercommunal, mais pas supracommunal. C'est pas la même chose. La loi, si elle est votée un jour, deviendra supracommunale, se politisera bien évidemment, au détriment des petites communes, surtout des petites communes. Ça, c'est évident. Un enfant de CM2 comprendrait ça, dans la mesure où ce seront des listes qui se présenteront, bien sûr, de 104 noms. À moins de faire 100% de l'électorat, il n'y aura pas 104 personnes dans la même liste. Donc, que feront les têtes de liste systématiquement? Prenons d'abord les noms les plus connus en tête de liste pour, bien sûr, bien expliquer ce qu'est cette liste et qui la porte véritablement. Et immanquablement, on n'aura en que de liste des élus, voire des maires, pourquoi pas, ça ne sera pas interdit à ma connaissance, mais nous verrons ça en temps et en heure, de beaucoup plus petites communes, bien évidemment. Et donc, à l'arrivée, les petites communes ne seront plus représentées au Conseil de métropole et donc disparaîtront du paysage métropolitain. Et ça, c'est extrêmement dommage. Justement, ça me fait répondre à votre question, M. Alvarez, sur la dotation pour le Bouscat. C'est très facile. Alors, je ne parle pas des investissements que la métropole fait, type tramway, bus, transport, voilà, mais qui sont ciblés sur la ville du Bouscat. C'est très facile. C'est quasiment 2 fois 800 000 euros. C'est simple. C'est la dotation de solidarité que la métropole donne à toutes les communes. Donc, au départ, c'est 35 millions répartis sur les 28 communes au prorata de certains critères. Pour nous, c'est 800 000 euros. À plus ou moins 30 000 chaque année, mais enfin c'est de cet ordre-là. Et de la même manière, le FIC, qui est le fonds, alors je ne sais jamais ce que veut dire le I, d'intérêt d'intervention communale ou d'intérêt, bon, peu importe. C'est le fonds qui nous sert pour tout ce qui est voirie, enfouissement notamment, qui est aussi du même ordre, 850 000 euros en l'occurrence. Voilà, ces deux chiffres-là, chaque année sont nouvelles à peu près, mais effectivement, ils sont directement consommables par la ville. Indépendamment de tout ce que la métropole peut investir quand on fait des travaux du centre-ville ou le tram, évidemment, c'est la métropole qui le fait et ça rentre bien sûr dans des choses qui, pour nous, sont très positives. Pour le logement social, vous avez raison, les chiffres ne sont pas là, c'est bien dommage. Bon, le dernier chiffre que j'ai pour la métropole, c'est 23,41% de logements sociaux pour toute la métropole. Donc la métropole elle-même n'est pas dans les clous de la loi du FLO. Déjà,
Premier commentaire. Deuxième commentaire, chaque année, nous avions des projections de logements sociaux à construire de plus de 2000. L'objectif étant de 2200. Nous arrivions même à près de 3000 2 ou 3 années consécutives. Depuis 2 ans passés, nous tombons bien en dessous de 2000 et même nous frisons les 1200, 1300. Donc ça devient vraiment très grave. C'est vrai pour tout le logement sur la métropole. Il n'y a pas que le social, il y a tout le logement. Mais là, dans ce domaine, les choses sont quand même extrêmement préoccupantes. Nos ratios se dégradent, effectivement. Je dis nos ratios parce que j'étais quand même très partie prenante sur l'année 2020. Et effectivement, se dégradent en termes d'économie et d'investissement et de capacité à se désendetter. Ce n'est pas catastrophique encore, bien sûr, mais enfin, il faut qu'on fasse extrêmement attention, bien sûr. Pour les bornes de recharge, j'ai demandé il y a déjà maintenant pas mal de temps, plusieurs mois, à la métropole, de nous inscrire dans cette dynamique-là. Moi, je souhaite, vous le savez, que je l'ai dit en réunion publique, que chaque petit quartier du Bouscat soit équipé de bornes électriques de recharge. Chaque petit quartier, pas les grands quartiers que sont Jean Jaurès ou la Fonfille, il y a vraiment des petits quartiers, 5, 6, 7 rues, petits quartiers, parce que l'électrique va aller très vite. Ne rêvons pas, dans moins de 10 ans, tout le monde sera passé à l'électrique. Dans moins de 10 ans, donc ça va aller très vite. Et si on ne s'est pas préoccupé de ça, toutes les personnes qui vivent dans des échoppes, qui n'ont même pas de garage, ou qui vivent en collectif, sans capacité réellement à recharger, devront avoir des propositions faites par la force publique, bien évidemment. Sur le tram, bon, je suis comme vous en interrogatif. La décision qui a été prise au dernier conseil vis-à-vis de Saint-Médard et de Gradignan est de dire nous démarrons par des bus express. Nous organisons aussi, on fait des bus express et nous verrons bien si ça répond à l'attente et surtout à la demande véritable de transport ou non. Si ce n'est pas le cas, nous passerons sur quelque chose de plus lourd et du ferroviaire en particulier. C'est la réponse du président, donc je vous la redonne telle qu'il nous l'a donnée la semaine dernière. Quant au réseau express vélo qui s'appelle les réseaux rêves, un réseau express vélo, un REVE, je crains que ça reste un rêve pendant quelques temps, parce qu'on s'engage là sur des longues distances, et c'est le cas de le dire, sur un linéaire très long. Ça va demander beaucoup de temps parce qu'il faut passer par des expropriations. Enfin voilà, quand on fait un réseau de cette nature, c'est comme le tram. C'est quelque chose d'extrêmement ambitieux en termes de largeur et en termes de linéaire. Donc là, on est parti, à mon avis, pour 15 ou 20 ans avant que tout ceci se réalise. Mais il faut démarrer, bien évidemment. Il faut surtout ne pas être petit bras, si j'ose dire, dans ce domaine. Voilà, pour partager avec vous les interrogations. Mais c'est vrai que ce document est quand même relativement léger pour rester français. Et je pense qu'on aurait pu faire des choses un peu plus, et je l'espère, pour l'année prochaine, avoir des choses un petit peu plus solides. Malheureusement, c'était la même chose. Et nos collègues Fabienne Dumas et Gwenna Marc de Sable, le dernier budget qui a été présenté il y a donc plus d'un an, avait été présenté sous forme de PowerPoint tout simple, avec quelques slides. Il fallait vraiment bien écouter les commentaires qui étaient faits, parce que c'était quand même extrêmement compliqué de suivre autrement. Bon, j'espère qu'on reviendra un peu plus de rédaction pour que les conseillers, autant municipaux que métropolitains, puisque c'est quand même les mêmes finalement, puissent avoir une vraie culture et puissent voter surtout sur des choses qu'ils ont bien comprises et qu'ils ont bien enregistrées. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette chose-là. Bon, c'est une présentation, il n'y a pas de vote là-dessus, bien sûr. Monsieur Rousseau, vous avez peut-être un commentaire à faire? Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, très, très rapidement, un petit commentaire. Alors, en effet, la délibération, c'est de prendre acte d'un rapport, et vous l'avez dit vous-même, en effet, quand on regarde 2020, ça nous paraît tellement loin, il s'est passé tellement de choses. Voilà, ceci étant, moi, je ne connaissais pas les rapports avant. En effet, j'avais bien remarqué qu'il s'agissait de slides et que c'était un peu léger, mais ça a le mérite d'exister. Ceci étant, ça pose voilà, les choses sur ce qu'a été finalement votre mandature et ce que vous aviez commencé à impulser. Donc, ce qui sera très intéressant, c'est l'année prochaine de regarder où est-ce que ça a bifurqué et comment. Voilà. Donc, j'en prendrai acte d'une autre manière l'année prochaine. Voilà. Merci. Et nous serons deux, vous vous en doutez bien. Regardez ça de près, bien sûr. Bien, mes chers collègues, on va remercier notre secrétaire, puisqu'il n'y a pas de vote, vous l'avez compris. Je vais quand même vous donner, avant les questions diverses, ne pas oublier de vous donner le prochain rendez-vous de notre conseil, qui sera le 8 février, le mardi 8 février, et là nous aborderons le rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Et nous voterons le budget tout début avril de mémoire, en nous appuyant aussi sur le compte administratif. Donc le conseil d'avril sera quand même lourd, avec un compte administratif, compte de gestion, et surtout le budget lui-même. Voilà. Avez-vous des questions à me poser? Je sais que vous vouliez revenir sur le stationnement, mais je vous laisse poser vos questions. Monsieur Alvarez et Monsieur Rousseau ensuite.
Comme vous voulez. Hein, Est-ce qu'on commence sur le stationnement? Alors, moi, j'avais peut-être une première question avant d'en venir au débat sur le stationnement, hein, qui fera que, justement, pour ce soir, on était un peu chambre d'enregistrement, et c'est bien que je vous l'avais demandé donc à la fin de la réunion, que c'est aussi cette enceinte un lieu de débat, et du coup, je vous remercie pour ça. Mais on en parlera après, je laisserai la parole à Didier. Oui, juste une question sur... alors, je sais que c'est à l'ARS de vous solliciter pour ça, mais est-ce qu'il y aura un centre de vaccination au Bouscat prochainement? Parce qu'il y a une vraie demande, et beaucoup de Bouscataises et Bouscatais m'interrogent là-dessus. Oui, et on n'a pas attendu l'ARS, c'est nous qui avons fait acte de candidature, pour tout vous dire, et nous l'ouvrons le 21 décembre pour 4 semaines. On a visé la période où il n'y avait pas de spectacle à l'Ermitage, donc pratiquement la dernière séance est le 18 décembre de mémoire, c'est donc un samedi, je crois bien, peu importe, et nous ouvrons donc le mardi qui suit, parce qu'il faut quand même la mise en place, être vraiment sûr que tout roule et que tout est prêt sur le plan numérique et ainsi de suite. Donc dès le mardi 21, nous ouvrons pour 4 semaines, avec pour démarrer 3 lignes de vaccination, et nous allons voir comment les choses se passent. Voilà, donc, sans rendez-vous, on vient... pour l'instant, rendez-vous. Oui, pour l'instant, rendez-vous. Voilà, d'accord, via Doctolib. Voilà. C'est important, parce que j'imagine qu'il y a des Bouscataises et Bouscatais qui vont regarder. Il y a 2 autres logiciels qui sont beaucoup moins connus, mais notamment un qui est géré par le CHU, mais qui est aussi un logiciel où on peut s'inscrire dans tous les centres de la... D'accord, j'ai fait de la pub peut-être pour... Mais vous avez tout à fait raison, votre question n'est pas du tout anodine pour moi. Moi, je souhaite que l'on réserve un certain nombre de doses pour que les personnes qui viennent persuadées que c'est libre et autres, qu'on ne les renvoie pas chez elles, qu'on ait quand même chaque jour quelques doses à faire. C'est pas, il y a quelques médecins dans cette salle, enfin on est au moins 2. C'est pas compliqué de faire 2, 3, 4 vaccins de plus dans une journée, c'est vraiment très simple, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc moi je souhaite qu'on puisse dépasser légèrement ce genre de choses. Monsieur Alvarez, c'est ça? Alors moi je voulais passer la parole à Didier sur le stationnement, voilà, juste pour enclencher le débat ce soir. Merci. Donc, en prolongement de la dernière réunion publique sur le stationnement qui a eu lieu il y a une semaine, nous avons quelques remarques à faire avec Damien, que l'on va partager. Vous avez fait un juste constat lors de ces 2 dernières réunions, selon lequel au Bouscat il manquait de place de parking et qu'il n'y avait pas d'espace pour en créer. Donc, vous avez évoqué plus particulièrement une possibilité au niveau du quartier de la Barrière du Médoc, avec le projet de l'îlot Peugeot, pour 2 dossiers sur 5, si j'ai bien compris, qui s'étaient présentés, de réserver un étage à un usage public et non aux propriétaires des appartements concernés. Donc nous trouvons cela effectivement fort intéressant. Et c'est un rendez-vous à ne pas rater, car ce genre de possibilités, il n'y en aura pas dorénavant de nouvelles. Par contre, il serait bon, d'après nous, que tous les dossiers incluent cette option, parce que c'est une vraie chance pour la Barrière d'avoir un parking supplémentaire ou partiellement, et les dossiers devraient inclure cette option de manière quasiment obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. Ensuite, toujours sur la zone de la Barrière du Médoc, vous avez annoncé donc sur le Bouscat 2 zones bleues et une zone, projet, une possibilité de zone payante au niveau de la Barrière du Médoc, que vous avez argumenté. Nous, de notre côté, effectivement, avec le groupe de Bain le Bouscat, nous sommes favorables à la zone bleue contrôlée. Nous savons que ça a un coût. Après, c'est un arbitrage budgétaire et un choix de politique municipale. Cette zone bleue contrôlée, pour nous, elle a aussi un autre avantage, car depuis le début des premières réunions publiques qui avaient lieu en 2017 sur la commune du Bouscat, les incivilités, les agressions, les cambriolages, les agressions de jour et les agressions physiques se sont développées malheureusement. Et donc nous pensons que le contrôle de ces zones bleues par des ASVP amène un second aspect non négligeable, qui est la présence
de ces personnes sur la voie publique qui peut avoir un effet de prévention et lutter contre cette problématique qui ne fait que s'accentuer. Ça, c'est un deuxième point. Et j'avais un troisième point. Après, Damien, rapidement, donnera peut-être son avis sur le sujet. Toujours sur la barrière du Médoc, ce n'est pas une fixation, mais par rapport au tarif que vous n'avez pas encore défini sur le payant, sachant que nous sommes donc à la limite de Bordeaux, dont le stationnement payant est l'un des plus chers de France, il nous paraît évident que si vous décidez d'un tarif beaucoup plus avantageux sur le Bouscat, la proximité des riverains de Bordeaux les amènera à venir néanmoins continuer à se garer sur le Bouscat, au détriment des places qui pourraient être libérées pour les riverains, et on sait bien qu'il y en manque, et dont vous serez amené d'une manière quasiment obligatoire à vous ajuster sur le tarif de Bordeaux, et le Bouscat deviendrait à ce moment-là une des villes les plus chères de France également, au grand détriment des usagers du Bouscat sur cette zone. Voilà les remarques que je voulais aborder ce soir. Merci. Monsieur Alvarez, c'est sur le même thème? Oui, très bien, comme ça je prends toutes les questions. Thèmes, voilà. Mais je voulais aborder le stationnement, un thème tout à fait différent. Alors sur le stationnement, j'ai noté l'évolution lors de la réunion du 1er décembre, évolution tout à fait favorable, puisque au terme de plusieurs réunions publiques, de 2017, 2 au moins, 3 peut-être, même avec celle de juillet, et voilà, et 3 et 2 en octobre et décembre, les lignes ont bougé, et tant mieux, puisque on a fait, à mon avis, c'est le bon choix. Là, c'est giscardien du coup. On fait le bon choix sur les zones bleues et l'extension des zones bleues avec gratuité pour les riverains et un contrôle renforcé, effectivement, qui va impliquer des moyens supplémentaires en termes de contrôle, évidemment, mais qui, à mon avis, est la bonne solution. Alors, vous laissez les parcs-mètres sur la libération. Je crois que c'est aussi une bonne méthode. Je rappelle 2 ou 3 principes quand même. Il faudra... Alors, sur les handicapés, on n'en a pas parlé, mais bon, ils ont la gratuité. On a eu un échange juridique. Je comptais intervenir dans cette réunion et finalement, vous m'avez coupé le sifflet puisque tout ce que je voulais dire, pratiquement, vous l'avez annoncé en termes de zone bleue. Alors, les handicapés, on n'en a pas parlé, mais je ne suis pas inquiet. Il y a un point, par contre, qui est à mon avis, très important, et à réfléchir, c'est les gens, parce qu'il y a un arrêt du Conseil d'État qui le permet, qui donne une tarification de résidents pour les non-résidents qui travaillent dans la commune. Ça a été soulevé. C'est un problème aussi. On incite ces personnels à venir travailler en tram si c'est possible, mais quand ce n'est pas possible, je crois qu'on peut leur accorder le forfait et leur permettre d'avoir un tarif résident. Alors, après, sur les tarifs, si on ne les établit pas sur un zonage plus grand, évidemment sur Bordeaux, ça va être contre-productif puisque les Bordelais vont venir se garer là où c'est moins cher. Et ensuite, on a évidemment évacué avec l'histoire des zones bleues la délégation de service public aux chasseurs de primes d'Urbis Park là, qui font la chasse. Et quand je pense à Urbis Park, je pense aussi aux moyens qui sont mis en place aujourd'hui, avec y compris par ordinateur et des voitures qui passent dans les rues pour mettre des amendes. Donc ça, c'est totalement sorti. Vous avez présenté la régie. Alors je sais que le dispositif, puisque là les tarifs seront discutés en conseil municipal, puisque c'est votre décision, et donc on aura le temps de l'échange, mais c'est un bilan globalement positif. Merci. Sur le stationnement, j'ai toutes les questions. Vous aviez... Non, il n'y a pas de convocation. Oui, non, mais d'accord, je comprends. D'accord, tout à fait. Alors, je reviens juste un instant sur la vaccination. En fait, précision de dernière minute, ce sera sans rendez-vous pour les plus de 65 ans. Voilà, là c'est clair, voilà. Mais uniquement les plus de 65 ans. Sur le stationnement,
Alors, comme vous l'avez dit, hein, le fruit est peut-être l'aboutissement, j'espère, d'une longue concertation, réflexion entre nous toutes et tous. Ce que nous dit M. Poli pour la barrière du Médoc et Peugeot. Alors, on est les premiers, bien sûr, à promouvoir cette solution. Et je l'ai assez dit au mois de septembre, je recevais les 5 retenues, les 5 équipes qui avaient été retenues, en leur rappelant que nous souhaitions vraiment qu'elles envisagent du stationnement supplémentaire par rapport aux logements qui seront construits, une centaine, vous le savez, sous la forme d'un second niveau de stationnement enterré. Malheureusement, ce que je vois maintenant déjà, c'est que 2 équipes n'ont pas répondu de cette manière. En fait, 3 ont répondu, l'une pas complètement, mais 2 ont totalement répondu à notre question. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous sommes dans un dialogue compétitif. Ça veut dire qu'en réalité, nous allons jusqu'à la fin du mois de mars pour rencontrer ces équipes, leur expliquer au fur et à mesure ce qui nous paraît bien dans leur dossier, ce qu'on aimerait peut-être qu'elles corrigent, à elles de le faire ou de ne pas le faire. Elles sont tout à fait libres de le faire. Et même, on peut aller même plus loin, prendre les bonnes idées d'un groupe et les soumettre, sans dire d'où ça vient bien sûr, les soumettre au groupe qu'on a en face de soi pour leur dire nous on pense que ceci ou peut-être que cela, voilà. C'est l'intérêt d'un dialogue compétitif, c'est tout à fait légal, tout le monde sait que ça marche comme ça, pour qu'à l'arrivée on ait vraiment la meilleure réponse possible dans ce domaine, en particulier du stationnement. Moi, très sincèrement, d'ores et déjà, les deux groupes qui ne nous donnent pas de stationnement, elles ont déjà perdu. Pour moi, il n'est pas question qu'on les retienne, c'est trop important, c'est trop important. Ou alors il faut qu'elles aient des idées tout à fait novatrices, une architecture extraordinaire pour la barrière, des prix cassés, enfin bon, ce qui n'arrivera pas, bien évidemment. Donc, je n'y crois pas une seconde. Voilà, mais je voulais vous rassurer, ce dialogue compétitif va nous permettre de ramener tout le monde un peu dans le droit chemin, et ceux qui ne voudront pas suivre, ils ne seront pas retenus, tout simplement. Voilà. Pour les zones bleues, vous l'avez clairement dit, bien sûr, la difficulté, c'est d'avoir des recettes. Alors qu'il n'y en a pas facilement dans ce domaine, et nous comptons bien sûr sur le stationnement payant pour ça. Je vous rejoins, si on a des SVP dans la rue, surveillant les zones bleues, c'est sûr que c'est aussi une manière de contrôler ce qui se passe, même si ce n'est pas leur rôle direct, c'est le rôle de la police et municipale et nationale, mais malgré tout, c'est une présence en uniforme. Ça peut effectivement être de nature à avoir un effet préventif tout à fait intéressant. Là, je vous rejoins tout à fait. Pour ce qui est des tarifs de la barrière, il faudra trouver le juste milieu, c'est sûr. On ne peut pas être au niveau de Bordeaux parce que ça ne serait pas logique que le Bouscat soit vraiment trop cher. Et pour les commerçants, ce n'est pas une bonne chose parce que pour le coup, ils ne vont pas travailler. Or, je vous le rappelle, le seul intérêt du payant, c'est d'avoir une rotation maximale pour les commerçants essentiellement. C'est la raison pour laquelle on n'a pas choisi ceci pour le centre-ville. On n'a pas le même besoin de rotation ici au centre-ville parce qu'on n'a pas la même clientèle. On n'a pas 120 commerces comme à la barrière. Donc, il faudra que l'on travaille dans ce domaine pour avoir le bon prix. Mais je vous rassure, moi je ne suis pas inquiet comme vous de la concurrence des Bordelais qui viendraient chez nous parce que c'est moins cher. Je ne crois pas trop parce que, souvenez-vous, c'est pas très cher les 2 premières heures, 1 €, puis 2,50 €. Mais dès qu'on arrive sur la 3e heure, ça monte très vite à 10 € et la 4e, c'est 35 €. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de venir garer sa voiture ici pour payer moins cher, partir, prendre le tram ou aller je ne sais où, et revenir après pour avoir 35 € à payer. Ça me paraît quand même... Donc j'y crois pas trop. Sincèrement, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait fonctionner. Mais cela dit, il ne faut pas qu'on soit ni trop cher, ni trop bas. Là-dessus, on est quand même assez d'accord. Non, mais je crois qu'on en est des choses... Oui, je vous rassure, Patrick Alvarez, bien sûr, il y aura la gratuité pour les personnes handicapées, bien évidemment. Tarification de résidents pour les commerçants ou leurs salariés, on y réfléchit, comme vous l'avez compris. La réunion de la semaine dernière était de poser les choses sur le plan du principe. On va maintenant réfléchir entre nous pour les tarifs, si on a un opérateur ou pas, et on resterait en régie dans ce cas-là. Voilà, on va réfléchir à tout ça tranquillement, posément, puisqu'en toute hypothèse, on ne mettra pas en réalité totale ce projet avant le mois de septembre. Il faut le temps du budget, acheter les eurodateurs, retenir l'équipe, l'opérateur, le mettre en concurrence ou pas, nous préparer à la régie si on doit s'y mettre. Donc voilà, tout ça va quand même demander du temps. On est sur le mois de septembre. Grosso modo, dès la rentrée scolaire, il faudra qu'on soit opérationnel, bien évidemment. Donc ça nous laisse quand même le temps de nous revoir, de reparler de tarifs et de rediscuter tout ça. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos remarques? Je ne voudrais pas en oublier, mais je crois. Grosso modo, il me semble que c'est ce que vous m'avez dit. Donc voilà, je crois que j'ai tout repris. Oui, monsieur Rousseau, allez-y. Oui, juste pour compléter, alors c'est pas directement sur le stationnement, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant ces 2 réunions, enfin moi auxquelles j'ai assisté. Voilà, donc on a bien remarqué que c'était un sujet extrêmement sensible, et voilà, les Bouscatais en tout cas, ils sont très largement sensibles et ils ont bien raison. Mais il y avait des sujets connexes. Alors moi j'ai entendu notamment sur la vitesse. Alors on sait que le Bouscan
hormis les avenues, c'est plutôt, on doit rouler à 30, mais plusieurs bouscataises et bouscatés avaient observé que, notamment en soirée, qu'il y avait des voitures qui roulaient extrêmement vite. Alors pour ça, donc certains avaient suggéré justement de mettre des radars automatiques qui mettent la vitesse, comme il y a par exemple à côté d'Ozone. Il y a aussi une autre solution qui peut être que je vous suggère ce soir, et qu'on avait indiqué durant la campagne. C'était une solution que je trouve moderne, alors qu'il y a aussi un biais, j'en conviens, mais qui est moderne dans le sens où c'est au niveau des passages cloutés, de faire des passages cloutés en vision 3D. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, de manière en réflexe, les gens vont mettre le pied sur le frein. Et ça, je trouve que ça pourrait en tout cas réduire les choses. Alors, on passe une fois, on passe 2 fois, on se fait avoir. Bon, c'est vrai qu'à terme, voilà, on peut prendre l'habitude et on ne va pas forcément piler. Mais les premières fois, c'est quand même assez surprenant. Et ça permet à l'automobiliste de se dire, bon, je vais peut-être quand même faire attention, peut-être que je vais en effet un peu vite. Donc ça, c'est une solution concrète qu'on peut mettre en place et qui ne coûte rien, surtout, parce que je connais le budget de la ville, bien entendu. Voilà, donc c'était une suggestion. Autre chose auquel aussi, une petite réflexion que je me faisais sur, au niveau de Sainte-Germaine et au niveau de l'intermodalité, ça va être aussi, dans quelques temps, un point de jonction important et dans lequel il y aura aussi forcément des problèmes de stationnement, puisque certains viendront prendre leur transport à ce niveau-là. Donc il faudra aussi anticiper sur ce coin-là qui, à mon avis, va devenir un point noir d'ici quelques années. Voilà, donc c'est juste là, pour le coup, un point d'attention auquel on pourra discuter. Voilà pour mes 2 petites remarques. Non, vous avez tout à fait raison pour ce pôle multimodal de Sainte-Germaine. C'est sûr que nous manquerons rapidement de place pour les automobilistes qui viendront prendre ou le train ou le tram, effectivement, à ce niveau. Le tram, c'est moins probable parce qu'il tant qu'à faire, ce sont des gens du Médoc ou qui arrivent même de la Rocade et qui laissent leur voiture plutôt au champ de course, qui ne viendront pas aussi loin. Mais ceux qui veulent prendre effectivement le train, eux viendront là, ça c'est clair. Ensuite, ce qui est surtout prévisible, c'est qu'il y aura une intermodalité surtout entre le tram et le train. C'est surtout ça qui est important, passant d'un mode de locomotion à l'autre, de transport à l'autre. Donc voilà, mais vous avez raison, c'est un point de vigilance qu'il faut que l'on ait dès maintenant, parce que je vous rappelle que c'est dans 2 ans, le pôle multimodal, dans 2 ans, il fonctionne. Donc il faut que l'on soit en capacité d'y répondre. Alors pour votre proposition des passages floutés, ça m'amuse un peu parce qu'on n'est pourtant pas de la même génération. Et quand je dis passages floutés à mes petits-enfants, ils me regardent avec des yeux comme ça, mais en me demandant, mais de quoi tu parles? Il y a longtemps qu'on dit passage protégé, passage piéton, mais c'est des vieux réflexes d'école où on nous parlait de passage flouté, vous avez raison. Alors, tout ça pour dire que, certes, je connais bien cette proposition-là. Moi, j'avoue qu'elle me fait un petit peu peur, pour tout vous dire, parce que je la vois se réaliser par endroits. C'est sûr que l'automobiliste qui arrive à vive allure, ça flanque la trouille. C'est clair, vous arrivez sur ce genre de choses, vous vous demandez ce qui se passe et vous avez tendance à piler. Donc je veux bien, mais je veux quand même regarder comment ça se passe aussi ailleurs, parce que je ne voudrais pas qu'on crée un danger là où il n'y en a pas forcément. Donc c'est à voir. Je ne sais pas quelle est l'expérience de toutes les villes. Est-ce qu'on a une grande expérience de ce genre de choses? Je trouve ça tout à fait original et astucieux. Mais voilà, quelle expérience avons-nous? Après, on peut l'expérimenter, puisque ce sont des coups de peinture. Donc oui, de toute façon, voilà, ça marche pas. C'est vrai qu'il y a certains dodanes sur certaines avenues qui pour le coup amènent des nuisances sonores pour les riverains. C'est toujours un peu compliqué, ça peut être la solution idoine de mon point de vue. Non, mais à titre d'expérimentation, je pense que ça peut se faire, tout à fait, absolument. Voilà, pour les radars pédagogiques, bien sûr, ce sont des choses que l'on fait, que l'on remet en place. Mais effectivement, toutes les bonnes idées seront à prendre, c'est évident. Moi, je pense en plus que ce ne sont pas tellement les bouscatés qui roulent trop vite, parce qu'on l'a assez dit et répété. Je crois que depuis le temps, ça s'est bien ancré dans l'esprit de chacun. Mais on est une ville très traversée. On est le bas du goulot d'étranglement de tout le Médoc. Et évidemment, on est traversé par des Médocains. Et bon, alors, je n'ai rien contre les Médocains, soyons bien clairs. Mais je pense que, en plus, quand on arrive au bout de son voyage, quand on rentre en ville, on est un peu pressé, on a pris du retard, on est pressé, et donc on respecte beaucoup moins la limitation. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait ce genre de pédagogie permanente et trouver toutes les astuces seront bonnes à prendre.
Alors, juste, pardon Patrick, juste une dernière remarque. Il y a également, alors je sais que vous voulez y faire, y développer un espace famille, je crois, au niveau des écus, mais là, il y a clairement un parking qui, en tout cas en semaine, lorsqu'il y a pas match ou lorsque parce qu'il y a le dojo également à côté, qui est totalement sous-exploité. Et pourtant, il est extrêmement proche de l'arrêt du tram des Écus. Donc peut-être avec un fléchage pour, en tout cas, je ne sais pas exactement ce que j'ai plus en tête ce que vous voulez faire à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui pourra apporter des solutions court terme en tout cas aussi, avec un fléchage sur ce parking-là. C'est intégré dans la réflexion de ce que l'on veut faire effectivement sur la plaine des Écus. Mais vous avez raison, on est à 150 mètres de l'arrêt de tram. C'est tout à fait faisable à pied, bien sûr. Merci, en tout cas, pour ces réflexions et ces échanges, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance tous, hein, c'est bien évident. Monsieur Alvarez, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, un tout autre sujet. Alors, je voulais me faire l'écho au sein du conseil municipal d'un article qui est paru le 30 novembre 2021 dans le Sud-Ouest et qui faisait état d'une réunion qui a eu lieu à Place Bardino, à l'Académie des Sciences, organisée par monsieur Pétiollettan. Et c'est bien son droit, ce brave monsieur architecte, qui veut faire bouger les lignes territoriales. Alors, il veut tellement faire bouger les lignes territoriales qu'il a de grandes idées. Pour lui, le principal obstacle, et c'est une question que j'adresse aussi à madame la première adjointe, conseillère départementale, puisque, selon lui, tout blocage vient du département. Et la couleur est annoncée, le département ne sert à rien. Alors, si je me fais le relais ici, c'est que ont participé quand même à cette réunion, outre le Girondin Thomas Cazenave, qui lui, évidemment, trouve que l'idée est bonne, un élu présenté comme un élu bouscaté, ce qui est vrai, puisqu'il est conseiller départemental Bouscat, Dominique Vincent. Et je n'ai pas vu de démenti. Alors, vos paroles tout à l'heure sur la défense de la commune, je ne sais pas ce que vous envoyez une invitation, parce que dans un autre, je pense que la presse ne viendra pas, mais le 14 décembre qui vient, d'ignobles jacobins organisent à Castelmoron-d'Albret, la plus petite commune de France, la célébration du 232e anniversaire de la loi des 14 et 22 décembre 1789 qui ont créé les municipalités et le département. Mais là, je trouve quand même un peu fort de café que dans une réunion des conseillers départementaux n'apportent pas un démenti à des gens qui publiquement disent que le département ne sert plus à rien et qu'il faut l'amener à quelques mois après avoir été élu quand même. Donc je vous demande votre avis sur cette position et l'avis en matière d'organisation territoriale, parce que je trouve que le département, je m'adresse à vous, madame la première adjointe, qui êtes la colistière de monsieur Dominique Vincent, qui, je pense, aurait dû, très sincèrement, dans le Sud-Ouest, faire un démenti, en tous les cas, en disant « j'ai pu participer à cette réunion, mais je ne partage absolument pas les propos qui sont tenus, parce que là, c'est quand même... alors, M. Pétiollettan, c'est un citoyen, il a le droit d'avoir ses idées. Je trouve qu'on lui donne quand même beaucoup d'importance dans ce débat. M. Lasserre est là-dessus. Et je trouve que quand même c'est inquiétant. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur la place de la commune, la place du département. Et nos grands penseurs sont en train d'essayer progressivement d'éliminer commune, département et l'État pour mettre en place un autre modèle à base d'intercommunalité de la région et d'instances supranationales où la souveraineté nationale ne compterait plus. Donc c'est à mon avis un débat très important, et très important pour le département et aussi pour les communes que nous lirons ensemble. Et j'aurais aimé avoir votre position, monsieur le maire, ainsi que la position de madame la première adjointe qui est conseillère départementale. J'espère que le département sert encore à quelque chose. Alors, je vais laisser notre première adjointe s'exprimer tout d'abord, et puis je vous dirai peut-être ce que je pense de ça. Alors, je ne suis pas au courant de l'agenda précisément de mon binôme, effectivement, Dominique Vincent. Je ne vais pas effectivement accuser M. Lasserre d'avoir nommé M. Vincent présent ou pas. Je ne sais pas s'il y était. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Et vous avez raison, M. Alvarez. On ne peut pas accepter effectivement ce genre de discours et ce positionnement-là. C'est pour ça que je suis assez étonnée que Dominique Vincent n'ait pas réagi. Vous pouvez me faire confiance, je vais l'interroger et je m'engage à vous apporter une réponse
à ce sujet-là. Mais je vous rejoins. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre et on ne peut pas se positionner de la sorte. Écoutez, une précision, c'est quand même, les gens sont nommés. Alors, il ne s'agit pas de les décréter d'accusation publique, mais enfin, Dominique Vincent, le maire de la Brède, bon, M. Dufranc connaît ses opinions, on a Bruno Lafont, le maire de Biganos, on a Jean-Louis Langlade, une élue de Talence. Donc, ils ont, à mon avis, si leur nom a été indûment mis dans cet article, c'est bien pour ça que je ne vais pas dire qu'il y a une erreur ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il doit y avoir une raison particulière. Ce n'est pas à vous que vous connaissez la parole libre de M. Vincent. C'est son droit, mais enfin, je trouve ça quand même pas fort. Pas qu'il aurait validé tout ça. Mais il est présenté comme un élu bouscaté en plus. Donc c'est quand même, comme quoi, les journalistes ne sont pas toujours tous très au fait de... En tout cas, je reviens vers vous, Monsieur Alvarez, bien entendu, après m'être renseigné et informé. Alors, ils ne seront pas invités à Castelmoron-d'Anoël. Merci à notre première adjointe qui dit les choses clairement. Je crois que là-dessus, on ne peut que la croire et approuver ce qu'elle dit. Peut-être pour donner un tout petit clin d'œil à cette histoire-là, il faut quand même savoir, et ça c'est la vérité, que Dominique Vincent est très ami avec Michel Pétion-Létang. Ils se connaissent depuis très longtemps. Michel Pétion-Létang habite à Bruges, donc ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sont très amis dans la vie. Et vous savez ce que c'est dans la vie, on a des amis, on ne partage pas forcément ce qu'ils disent, mais c'est ce que dit Rému dans ce beau film de Pagnol. À quoi ça sert les amis si vous ne défendez pas quand vous avez tort? Donc peut-être que Michel Pétion-Létang a tort, mais son ami l'a défendu ou tout au moins a laissé passer. Voilà, c'est comme ça que j'explique la chose sans faire plus de philosophie que ça. Mais la réponse de Fabienne Dumas est excellente, bien évidemment. Merci. Y a-t-il d'autres... Oui, Madame Soares, dites-nous tout sur les distributions des colis de Noël. Non, c'est pas ça? C'est ça. J'ai deviné. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est bientôt la période de Noël. Et cette année, donc, nous aurons, si vous le voulez bien, 156 colis juste à distribuer. Donc, ça fera de 2, 3, 4 colis à chacun, si vous en êtes tous d'accord. Donc, les colis seront à retirer à partir de demain à la Bérengère, à la résidence autonomie. Est-ce qu'il faut donner l'adresse pour certains ou ça va aller? Donc, la résidence autonomie La Bérengère, dans les heures d'ouverture du service, de savoir de 9h à 17h. Et vous aurez votre petite liste et votre petite carte distribué par Monsieur le maire, et vous aurez aussi, pour ceux qui passeront à partir de lundi, vous aurez aussi normalement un dessin qui va accompagner les colis. Donc quand vous allez chercher vos colis, n'oubliez pas la petite carte de Monsieur le maire, le petit dessin, votre petite liste, et puis si vous avez une difficulté, quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça veut dire que les colis à la Bérengère, on aura en même temps l'adresse des personnes à qui on va le distribuer, c'est ça? Un petit listing comme d'habitude. Il y a le listing, très bien, ouais. C'est ça, ok, d'accord. Parfait, c'est ça, entre 2 et 3 par conseiller 2, 3, municipal. 4, 5, suivant s'ils ont été sages pendant l'année ou pas. Ah bon, d'accord. Bon. Donc les plus sages en ont moins, donc ceux qui en ont beaucoup, voilà. Oh, c'est pas une punition, non, c'est une douce punition dans ce cas-là, parce que rencontrer des bouscatés et leur apporter quelques réconforts en parole et en sucrerie, si j'ose dire, tout simplement, c'est plutôt agréable que le contraire. Et pour rappel, donc, la guinguette de Noël qui était prévue donc, au mois de janvier est annulée et repoussée, en fait. Elle n'est pas complètement annulée, elle est repoussée. Voilà, pour l'instant, on la reporte. C'est pour ça que nous avons beaucoup moins de colis que l'année dernière, où ça avait été annulé. Voilà. Effectivement. Très bien. Avez-vous des questions les uns ou les autres, les unes ou les autres? Ça n'est pas le cas. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée pour commencer, de bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous dès demain au marché de Noël. Vous le savez, il y a plein de choses fantastiques. J'espère que la pluie nous évitera un peu pour qu'on puisse partager ensemble ces bons moments. Très bonne soirée à toutes et tous. Merci.